Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Bonsoir Audrey, bonsoir Florence, bonsoir Olivier. Vous êtes quelques-uns à avoir découvert le chat dans la partie discuter. Si vous voulez nous partager un petit mot, savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Ça défile vite en tout cas. Je vois que tout le monde arrive bien à l'heure. Très touché de votre présence et de voir les différentes origines. C'est toujours très impressionnant de savoir d'où vous venez. Le Québec, la Croatie, Dubaï, la Belgique, Nantes. Ah oui, c'est beau. C'est international ce soir. Oui, vraiment. L'Allemagne. Ah, chouette. D'Italie. Ah oui. On espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle soirée d'échange. On se laisse peut-être quelques instants, le temps que tout le monde nous rejoigne. Vous pouvez également nous dire si tout est OK au niveau son et image. Moi, de mon côté, tout marche bien. Donc, j'ai l'impression... En bonne. Super. Donc, on enregistre la soirée. Donc, si tout va bien au niveau technique, le replay sera disponible d'ici 1 ou 2 jours. On vous enverra un mail pour vous prévenir quand il sera disponible. Donc, si vous êtes avec nous pour une partie de la soirée, vous pourrez voir la suite. Pour les personnes qui nous rejoindront également, on est ravis de pouvoir partager cette soirée et ce thème pour la première fois avec vous. Pour le thème, on se proposait ce soir d'aborder les limites, les pièges et les illusions dans l'apprentissage et la pratique de la communication non violente. Donc, prendre le temps, on a pris le temps de vous partager un petit peu, en tout cas de vous poser la question, quelles sont, vous, les difficultés que vous rencontrez dans votre pratique, dans votre apprentissage de la CNV. Et on tient à vous partager un grand merci pour les retours que vous nous avez faits. On a reçu un petit peu plus de 300 réponses à ce questionnaire. Pour nous, c'est très utile aussi bien pour préparer la soirée, comme on va faire ce soir, que pour préparer également d'autres supports, d'autres formations, d'autres outils pour pouvoir accompagner au mieux l'apprentissage et la pratique de la CNV. Donc, on en reparlera ce soir. En tout cas, un grand merci de nous avoir partagé toutes ces questions. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le temps de tout lire, de s'imprégner et de sélectionner des questions pour faire un petit peu une synthèse, notamment des points qui revenaient le plus souvent. Donc, il y a vraiment des questions centrales récurrentes qu'on découvrira en début de soirée. Et puis, voilà, on a essayé de faire une synthèse un peu diversifiée des questions, des partages que vous nous avez faits pour essayer déjà de donner des pistes et répondre peut-être au plus grand nombre. On est conscient qu'en une soirée d'échange, on ne peut pas répondre à tout, surtout sur un thème comme celui-ci, mais on avait à cœur d'aborder ces sujets et de partager des premières pistes de réflexion et de pratique par rapport à ce thème-là. Voilà un petit peu. Et de mon côté, j'ai l'impression que tout est bon. Est-ce que ça va pour toi, Thomas? Tu es en forme? Bien sûr, oui, merci, très en forme, ravi de te retrouver, toi et Laurie, et puis de retrouver toutes les personnes qui suivent le travail que nous proposons ensemble. Enchanté de voir que ça fait des petits, si je puis dire, que on touche plus de monde dans cette approche, et très très heureux d'aborder ce sujet qui est important à mes yeux, de percevoir les limites d'une approche qui a par ailleurs énormément de bénéfices. Sinon, vous ne seriez pas là. Ouais. On se proposait ce soir d'aborder notamment de savoir comment on peut éviter la CNV cul-de-sac et la CNV casse-pied. Thomas, c'est toi qui nous as proposé ces appellations. Je crois que c'est des choses qui te parlent. Oui. Oui, clairement, j'ai à cœur de démystifier l'idée que certains ont que ça pourrait être la CNV, la pratique de la CNV pourrait tout résoudre et que ce serait magique et que si tout le monde l'apprenait, on éviterait absolument tous les conflits, toutes les tensions.
nous n'allons pas éviter les conflits, bien évidemment. Nous allons peut-être nous outiller pour les rendre, si possible, plus féconds. Et je dis bien si possible parce que parfois, malheureusement, on aura du mal. Et sans, évidemment, vouloir décourager qui que ce soit, au contraire, mais justement pour ne pas être dans une sorte d'idéal avec la barre très haute et rester toujours dans une attente démesurée. J'ai à cœur de proposer la compréhension de certaines limites, certains pièges, pour que nous puissions les considérer comme faisant partie de nos apprentissages et des limites de notre humanité aussi. Et peut-être qu'avant d'aborder les différentes questions qui ont été sélectionnées tout à l'heure par Gabin et Laurie, d'abord vous remercier d'être là, vraiment fidèle au poste. Je suis très touché de ça, de voir que ce que nous vous proposons suscite de l'intérêt, que vous avez à cœur d'être là et de poursuivre ce travail d'exploration de soi au service du vivre ensemble. Vous connaissez cette dimension d'intériorité citoyenne qui me tient tant à cœur. Nous ne sommes plus dans du développement personnel, nous sommes dans du développement social durable qui démarre dans le cœur de chacun de nous. Et je voulais remercier bien sûr aussi Gabin et Laurie, et puis l'équipe qui prend soin de la publication et du maintien de cette diffusion régulière. Je suis très très touché d'être si bien épaulé que l'on puisse co-créer ensemble ces moments. Alors revenons au sujet du jour. La CNV casse-pied, comment éviter la CNV casse-pied et la CNV cul-de-sac. Peut-être c'est précieux de se rappeler ceci. L'appellation communication non violente est un peu réductrice, et même pas mal réductrice, par rapport au potentiel qui se dévoile lorsqu'on commence à pratiquer régulièrement ce jardinage de la vie intérieure. Lorsqu'on entend le mot communication, on pense à quelque chose d'horizontal. Je m'exprime mieux et je t'écoute mieux. Ce qui n'est pas faux, bien évidemment, que l'on travaille cela. Mais vous l'aurez sans doute perçu. Pour arriver à m'exprimer mieux, c'est-à-dire avec plus de délicatesse, de tact, d'attention, mais aussi de vigueur et de fermeté, l'un n'empêchant pas l'autre, comme vous le savez, eh bien, ça demande que je sache m'ancrer profondément dans ma vraie personne, au-delà du personnage. Surtout si je suis habité par une émotion forte qui me donnerait plutôt l'envie d'envoyer mon poing dans la figure de l'autre, ou le mail agressif et destructeur quand on est dans l'entreprise ou dans les rapports de travail. Et là, j'ai donc particulièrement besoin de sentir cette impulsion, ce côté action-réaction, ce côté émotionnel reptilien qui pourrait m'emporter de façon pavlovienne dans une attitude que je regretterais. Et ça demande donc un ancrage profond dans la vraie personne que je suis. Il y a donc un aspect vertical qui va m'aider à mieux exprimer ce que j'ai à dire. De l'autre côté, arriver à écouter l'autre attentivement, avec bienveillance, profondeur, courage et capacité à me remettre en question, alors même que l'on perçoit que dans le ton et peut-être même dans les mots que l'autre emploie, eh bien, on a plutôt l'impression que c'est l'autre qui a envie de nous envoyer son poing dans notre propre figure et rester là empathique et bienveillant et vigoureux, eh bien, ça demande un ancrage en soi, un profond ancrage en soi dans la vraie personne que je suis et que j'ai donc appris à démanteler petit à petit mon ego pour ne plus être dans des frictions, voire des collisions d'ego. Et nous voyons donc de nouveau cet enjeu citoyen de ce travail de connaissance de soi. Toutefois, bien sûr, ça a des limites. Ça demande que je m'implique dans un travail régulier. Je rappelle volontiers, désolé si je me répète, mais c'est peut-être comme ça qu'on passe finalement des messages, qu'on apprend à la guerre depuis des millénaires à travers le monde, parce qu'on s'y forme, on s'y discipline, on s'y emploie. Il y a des processus, il y a des clés, il y a des apprentissages évidemment, et il y a surtout une régularité, un gros investissement de temps pour être formé pour faire la guerre, et donc on réussit malheureusement à faire la guerre. La paix, c'est pareil. C'est une discipline, ça demande une régularité, une attention, une vigilance, des clés, des processus, des compréhensions, des mécanismes, et donc une certaine régularité, un engagement. J'aime le mot anglais qui dit dedication. Je me dédie à cela, j'apprends cette approche. Et je dis pas ça pour décourager, je dis ça pour encourager justement. Si vous voulez apprendre le violon, c'est pas en regardant le violon que vous allez l'apprendre. Si vous voulez apprendre le football, c'est pas en regardant la télé les gens au football que vous allez l'apprendre. C'est si vous voulez apprendre, je sais pas, l'escalade ou le tir à l'arc, c'est pas en le souhaitant que vous allez pratiquer ça. De même pour les langues étrangères, nous avons besoin de faire des apprentissages et cela demande une implication, une régularité.
Alors, lorsqu'on entre dans la pratique de la communication non violente, on apprend dans un petit laboratoire que nous appelons les ateliers ou les séminaires ou les stages de CNV qui durent 2, 3 jours, 5 jours parfois. Moi, je donne des sessions plutôt de 5 jours parce que j'aime bien que les gens se donnent le temps justement d'entrer dans le processus. Et dans ce travail, nous apprenons une certaine orientation du système de pensée pour être attentif à éviter de juger d'emblée dans le peu qu'on a vu, le peu qu'on a compris. Donc, on tente d'observer sans juger. Premier point. J'essaie de nommer ce que je vois, ce qui se passe, ce qui a été dit, sans le coller dans un jugement. C'est un certain formatage parce que nous avons souvent l'habitude de juger en un quart de poil. Et puis, j'essaie de nommer mon sentiment, mon besoin. Qu'est-ce qui est vivant en moi quand cette chose se passe ou ne se passe pas, quand cette chose est dite ou n'est pas dite, etc. J'essaie de nommer mon sentiment qui va m'orienter vers mon besoin. Vous connaissez ça, ceux qui ont pratiqué la CNV, évidemment, les sentiments sont comme des signaux sur un tableau de bord, ils renseignent nos besoins. Et puis, je vais aller à la rencontre de mes besoins. Et de mes besoins, derrière mes besoins, derrière mes besoins, derrière mes besoins. Il y a tout un travail de spirale de conscience concentrique qui va nous permettre d'arriver avec un peu de pratique au bon niveau de besoin et ne pas rester pris en surface, on y reviendra. Et enfin, je vais apprendre à faire des demandes claires, positives et négociables. Ce que l'on oublie très très souvent. Ça, c'est ce qu'on apprend dans l'atelier, dans le laboratoire. On apprend à orienter sa pensée pour éviter les jugements, les reproches, les critiques, les il faut, les tu dois, les c'est comme ça, tout ce qui, malheureusement, truffe nos habitudes de communication de pièges et de résistance. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. Quand on quitte l'atelier, merci pour l'apprentissage, je vais retrouver autant que possible le langage de tous les jours. Et donc, un premier indicateur, on va commencer par quelques clés de CNV casse-pied, enfin quelques éléments de CNV casse-pied, c'est d'éviter ce formatage dans la vie quotidienne. On l'a appris, comme quand on fait des balles au tennis ou des gammes au piano, etc. On a appris ce formatage, mais on va essayer de faire une musique un peu plus agréable à entendre que la répétition de ce processus clé. Et on va essayer nous allons essayer de trouver le langage de tous les jours et de parler de nos sentiments et de nos besoins en nous abstenant d'utiliser le mot « je me sens » et « j'aurais besoin de », parce que ça, c'est vraiment très, très lourd. C'est casse-pied. Alors, si ça se comprend encore lorsqu'on est entre personnes qui avons fait ensemble des stages ou qui connaissons un peu cette approche, on peut encore accepter ce jargon parce qu'on sait de quoi il s'agit, ce n'est pas heurtant. Mais si vous parlez, si vous employez 2 fois le mot « je me sens » parce que j'aurais besoin dans votre conversation avec votre ado, il va vous balancer « maman ou papa, ne fais pas ton psy à 5 balles, tu me les pompes ». C'est agaçant. Et au travail aussi, on va se dire « quoi tu viens, je sens rien et puis j'ai pas de besoin, enfin c'est quoi ce truc ?» Donc nous allons être invités, vous savez que l'on utilise pour apprendre les marionnettes de la girafe qui essaie de fonctionner avec un peu de conscience, un peu de cœur, un peu de lucidité, un peu de vision périphérique. La marionnette illustre bien ça. C'est le langage et la conscience que nous essayons de développer et nous essayons de dépasser le langage habituel qui est symbolisé par la marionnette d'un petit chacal. Bon, parce que le chacal, il est dans les hautes herbes, il voit pas plus loin que le bout de sa truffe et sa vision est un peu étroite. Pas méchant, hein, mais un peu limité, disons. Eh bien, nous allons essayer de faire dans la vie quotidienne de la girafe, de la street giraffe, dirait Marshall, de la girafe de rue. On va retrouver les mots de tous les jours. Qu'est-ce que tu aimerais? Ça te fait plaisir que? Ça te botterait que? Moi, ça me ferait kiffer que nous fassions ceci ou ça. Je vais employer le mot de tous les jours pour éviter que, ayant dit je me sens parce que j'aurais besoin, ça crée chez l'autre, c'est quoi ce truc de jargon psy? Et je trouve personnellement extrêmement plaisant, on verra vos questions un peu plus personnelles tout de suite après, mais de tenter dans la vie quotidienne de garder cette grille de référence. Il y a des observations, j'ai plus de chances de me relier à ce qui se passe quand j'essaie d'être neutre, observation neutre. Il y a des sentiments, j'ai plus de chances de me comprendre ce qui se passe chez l'autre si je me relie à ses sentiments. Il y a plus de chances que je le comprenne si je comprends ses besoins parce qu'avec un peu de chance, j'aurai les mêmes besoins, pas forcément au même endroit, pas forcément au même moment, pas forcément dans la même priorité, la même intensité. Donc, je garde cette grille précieusement à l'esprit, mais je me formule, je parle avec le langage de tous les jours et personnellement, je trouve un grand plaisir à tenter de trouver ça. Voilà, un des premiers pièges à CNV casse-pied, c'est le formatage de l'application purement grammaticale dont, je vous le rappelle, elle fait l'objet de l'apprentissage à l'école, en laboratoire, dans le stage, mais on tente d'éviter de l'exporter dans la vie quotidienne.
C'est un premier point. Un deuxième point, ça a trait à une différenciation clé dans nos apprentissages qui est la différence entre être en CNV ou faire de la CNV. Être en CNV, c'est être habité de la conscience que nous avons tous des besoins, que nous avons tous de bonnes raisons pour avoir nos priorités et de penser ce que nous pensons. Et que donc, quand il y a un désaccord, on s'assoit pour se parler et se comprendre. On est dans une conscience non violente, que tout est bienvenu. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout, mais que tout est bienvenu pour essayer de se comprendre. On démarre avec cette idée. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'écoute. Vous connaissez ma mimique. Écoutez, c'est là. Je t'écoute. Je t'écoute d'autant plus que je ne suis pas d'accord. Et je répète, je reformule, et je le fais d'autant plus que je suis toujours pas d'accord. Mais je suis habité de cette conscience que si je souhaite de l'écoute et du respect pour ma posture, ma position, mon point de vue, le minimum, c'est que j'ai de l'écoute et du respect pour la posture de l'autre. Particulièrement si on n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, tout va bien, évidemment. Mais quand on n'est pas d'accord, eh bien, je manifeste par mon attitude que je suis dans le respect profond de l'humain, de l'altérité, de la différence. Et personne ne dit que ce soit facile. Personne ne dit que c'est facile. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une hygiène, une discipline, une attention, une rigueur à adopter. C'est pas un truc bisounours, la communication non violente. Arrêtons de croire que parce que ça s'appelle non violent, c'est gentillet, peace and love et new age. C'est vraiment une hygiène, une discipline. Et donc, nous allons faire une différenciation clé, j'y reviens, entre faire de la CNV, où je jargonne avec les sentiments et les besoins pour obtenir ce que moi je veux, et je fais finalement des exigences qui n'ont rien à voir avec une demande négociable. Je fais des exigences qui n'ont rien à voir avec une demande négociable. Quand est-ce qu'on voit qu'une demande est négociable? La clé, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord et de se mettre à son écoute. Et de prendre ça comme une rencontre, une occasion d'approfondir la relation, d'affiner le nous. Et si l'autre me manifeste son désaccord et que je projette sur lui une image d'ennemi qui est contre moi, ça n'est plus de la CNV. Et c'est ça qui est une exigence, une hygiène, arriver à voir que l'autre a le droit d'être en désaccord. Et ça ne veut pas dire que c'est la fin du dialogue, ça ne veut pas dire que je ne vais pas arriver à partager mon point et qu'on ne va pas trouver une rencontre, mais on va faire ce qu'on appelle, dans le jargon des formations, une danse girafe, c'est-à-dire que j'essaie d'écouter la belle girafe qui est dans l'autre, même si son ton me paraît plutôt chacal, et j'essaie de partager mon point de vue de façon girafe et non pas chacal. Et donc on trouve un pas de danse qui va nous permettre petit à petit de trouver la rencontre. Ça demande un investissement de temps, on y reviendra. Le temps est vraiment un ingrédient de base dans la pratique de la CNV. Nous allons éviter les relations pilules, où on s'envoie une pilule vite fait pour ne pas devoir se rencontrer. Dans ce piège-là, faire de la girafe ou faire de la CNV plutôt que être, le risque, c'est d'incarner ce que Marshall lui-même, créateur du processus comme vous le savez, avait appelé le stade exécrable. Et beaucoup de personnes découvrent la CNV. Ah, j'ai des sentiments, je peux les écouter. Ah bon, puis j'ai des besoins, c'est légitime, tout le monde a des besoins. Eh ben, je m'étais coupé de ça depuis longtemps et maintenant j'ai besoin. Et je suis dans l'affirmation de moi, ce qui est une phase de l'expression de soi, mais pas la seule. Et j'oublie complètement l'écoute et l'empathie pour l'autre et l'attention pour l'humain qui est devant. Et ça s'appelle très clairement le stade exécrable. Je n'ai fait qu'une partie du processus, apprendre à mieux me connaître, à discerner ce qui se passe en moi et à formuler mes besoins avec des demandes. C'est une partie. Mais l'autre partie, tout aussi important, si pas plus, à mes yeux, c'est l'écoute de l'autre. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent, écoute, ça marche pas, j'ai fait ton stage, là, 5 jours, mais quand je dis à mes enfants, mes sentiments, mes besoins, mes demandes, ils répondent pas ou ils font pas ce que je demande. Je dis, est-ce que tu as consacré au moins le même temps que tu as pris pour t'exprimer à écouter ce que l'autre sent? Ah non. Ben voilà, t'as fait qu'une partie du processus. Et ça, c'est effectivement c'est des casse-pieds parce que c'est une exigence dissimulée sous un jargon. Nous serons vigilants donc à éviter cela. Il y a un troisième niveau que me rappelle mon ami Arnaud, avec qui j'ai échangé pour préparer ça, Arnaud de Flandre, que certains d'entre vous connaissent, qui m'assiste depuis des années. Et c'est la tentative de prêcher, de convaincre. Oh, moi-même, je me suis pris pas mal de râteaux ayant découvert l'immense bénéfice de ce discernement avec Marshall Rosenberg il y a bientôt 30 ans.
je m'étais dit tout feu, tout flamme, mais si tout le monde apprend ça, en 2-3 ans, le monde a changé. Allons-y. Et alors, j'étais dans la tentative de prosélytisme, disons, de prêcher la bonne parole et d'essayer de convaincre. Et je vous rappelle la boutade, personne n'a envie d'être un convaincu. Et la seule façon de partager notre enthousiasme, c'est de dire ce que ça nous a appris, quels bénéfices nous en avons trouvé pour nous-mêmes, sans essayer d'amener l'autre à faire quelque chose pour lequel il n'est peut-être pas prêt, il ou elle, bien sûr. Et donc peut-être il n'a pas envie dans ce moment-là. Et donc c'est vraiment très précieux de se contenter de témoigner. Je crois profondément à l'incroyable force du témoignage, témoigner d'une certaine façon d'être à travers les tensions, les difficultés, les conflits, les deuils, les pages à tourner, témoigner que c'est comme ça que je vis parce que j'ai appris à être mieux aligné avec mon élan de vie, mon élan de fond, et je suis moins à la surface clapotante de mes émotions qui s'agitent dans tous les sens, dans l'action-réaction. J'ai appris à être dans mon courant de fond et je traverse la vie avec plus de paix et je peux donc simplement témoigner. Donc nous avons besoin d'éviter le prêchi-prêcha et la tentative de convaincre qui sont vraiment de la CNV casse-pied. Il peut y avoir avec ça un certain risque d'entre-soi que me rappelle également Arnaud, le fait de ne voir que des personnes qui sont dans ce même réseau et parfois même de se sentir plus proche de tiers, d'étrangers que de sa propre famille. Alors n'inversons pas les priorités quand même et amenons notre conscience, notre discernement pour la joie de faire du doux, même si les gens ne partagent pas les mêmes clés que nous. Ce qui arrive également, c'est la découverte que l'empathie est puissante, extrêmement puissante, et donc l'envie d'en donner rapidement, parce que c'est vrai que assez souvent on est reconnu, ah tu m'écoutes bien, tu me donnes de l'empathie, j'ai jamais reçu ça, bravo, merci d'être qui tu es. C'est valorisant bien sûr, mais pas tout le monde a besoin d'empathie, et surtout d'empathie qui n'est pas demandée, ou en tout cas dont on n'a pas vérifié qu'elle pouvait être opportune. Parfois on a envie juste de poser, tiens je suis fatigué, j'en ai ras le bol, je prendrais bien juste une bière ou une tasse de thé, et on n'a pas besoin que l'autre dise, ah bon, tu es fatigué, est-ce que tu aurais besoin que... Ça peut être casse-pied que de se voir un peu forcé à entrer dans l'empathie alors qu'on l'a pas souhaité. Bien qu'évidemment, l'empathie est une clé majeure pour la communication non violente. Une dimension à laquelle mon ami Arnaud également m'apporte son attention et que j'ai pu vérifier également, est délicate à formuler parce que nous savons quand nous pratiquons, et il y a certainement des personnes parmi vous qui ont pratiqué depuis longtemps la CNV, nous savons qu'avec cet ancrage que j'évoquais tout à l'heure, hein, au-delà de la position horizontale, je m'exprime et je t'écoute, il y a un ancrage dans qui je suis vraiment. Cet ancrage permet petit à petit de sentir qu'intérieurement se hisse ou s'élève une sorte d'antenne qui nous permet de capter petit à petit une conscience nouvelle qui est plus élargie, qui comprend mieux the global picture, comme disent les Anglais ou les Américains, qui nous permet de mieux nous situer au-delà de notre petit ego, notre petite vie, notre petite circonstance de vie à nous. Ça nous permet de regarder de façon plus vaste, plus large, plus périphérique. Et à cet endroit, il semble, et vous l'appellerez comme vous voulez, je respecte tout le vocabulaire évidemment, il semble que nous puissions nous entendre sur le fait que nous pouvons capter ce que pas mal de traditions appellent le souffle de la vie, qui fait que la vie est vie, et que nos voiles sont portés, les voiles de nos vies. Et donc, il y a une dimension spirituelle que nous pouvons petit à petit goûter, savourer par l'ancrage profond dans cette hygiène de conscience, cette capacité à se remettre en question, avoir le courage de traverser les peurs, les tristesses, les solitudes, les désarrois, de pleurer ce qu'il y a à pleurer, mais également la conscience que nous sommes bien guidés de l'intérieur si nous écoutons cette guidance, et que ça nous demande donc de pouvoir accueillir les signes souvent ténus, souvent infimes du renouveau qui petit à petit arrive, et de guetter ça, de quêter ça avec beaucoup d'humilité, ne pas vouloir le grand changement, coup de cymbale, pouf, qui vient tout bouleverser, mais guetter les signes avant-coureurs du changement. Mais si j'évoque ça, c'est que la dimension spirituelle se vit dans une expérience singulière et sobre, avec plus grand que nous. Et si nous pouvons bien sûr partager ce que nous découvrons, l'idée est de rester, je dirais, sobre par rapport à ça, pour ne pas imposer notre tressaillement à ceux qui ne goûtent pas la chose de la même façon que nous, pour le mettre comme ça, et donc d'être dans une certaine pudeur par rapport à ça.
Voilà. Sinon, ça décrédibilise un peu cette approche, hein. C'est clair que pour Marshall, la dimension de la vie était clairement spirituelle et son processus était une voie pour s'éveiller à plus de spiritualité. Très clairement, il était très clair avec ça et en même temps avec infiniment de respect pour avoir de l'attention à comment les autres reçoivent les choses. Voilà. Déjà, Gabin, quelques clés sur la CNV casse-pied. J'en ai d'autres sur la CNV cul-de-sac. Tu as quand même envie de réagir à ce stade? Bah, merci beaucoup. Je regardais en même temps le chat. Je voyais des retours comme quoi c'était très clair et déjà très éclairant. Donc, merci pour ces premiers points. On aura l'occasion, vous verrez avec les questions, il y a plusieurs points que tu as abordés qui reviendront dans les questions. Je pense avec des angles différents qui pourront permettre aussi de donner des exemples, d'arriver avec d'autres portes d'entrée. En tout cas, un grand merci pour ces premiers éléments. J'ai hâte de la suite. Merci. Bien, mais oui, merci. J'aperçois quelques commentaires, bien que je n'ai pas le temps de les lire tout en parlant, mais merci pour votre intérêt, en tout cas ouverture à ces propositions. Alors, quelques mots sur la CNV cul-de-sac. L'idée, la CNV casse-pied, je pense qu'on comprend bien ce que ça veut dire et que sans doute pas mal d'entre nous l'auront vécu. La CNV cul-de-sac, c'est l'idée d'être dans une voie sans issue, quoi. Je suis entré dans une voie sans issue. La seule façon, c'est de reculer et de partir en arrière, de lâcher ce contre quoi je m'acharne parce que je suis arrivé à un mur et je ne vais pas aller plus loin. Elle se manifeste lorsque nous n'avons pas pris en compte l'ingrédient fondamental du temps. Le temps n'est pas un petit détail dans la vie, c'est la condition de notre existence humaine. Nous avons besoin de lui apporter de l'attention et du respect, de considérer que le temps fait partie de notre organisation, de notre capacité à mettre en place des projets, d'écouter l'aimantation de notre boussole, de vérifier si la boussole ne s'est pas rouillée dans un axe et reste coincée par là, de travailler donc à dérouiller la boussole pour qu'elle reprenne son joli mouvement d'hésitation avant de nous redonner son nord à elle. Nous avons une boussole à nous, mon nord à moi n'est pas le nord de l'autre. Et donc l'ingrédient du temps permet de petit à petit côtoyer cet être unique que je suis et qui cependant est aussi un être universel. C'est cette apparente contradiction, en tout cas ce paradoxe que nous vivons chacun dans nos vies. Nous sommes à la fois un être unique et à la fois un être universel. Comment conjuguer les deux? Ça demande effectivement de prendre du temps pour être à l'écoute de cela, à la fois dans mon universalité et dans ma singularité. La CNV n'est donc pas du tout une recette magique, une clé que l'on peut adopter systématiquement, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas par hasard que Marshall Rosenberg l'a appelé en anglais a process, non-violent communication process. C'est un processus. C'est un processus. Et bien des personnes parmi nous auront vu que l'on repasse assez souvent dans les formations sur les mêmes enjeux. C'est pas un apprentissage linéaire, je pars de A, je vais à B pour essayer de passer par C pour arriver finalement à D. C'est pas ça du tout. Ça c'est ce sont les apprentissages logico-mathématiques linéaires de nos habitudes. Mais ici on repasse et petit à petit, hopefully, comme disent les Anglais avec un peu d'espoir, nous allons sentir que notre conscience s'élève et que nous sommes en train de grimper sur notre vis d'Archimède intérieur à tout d'un coup percevoir les choses avec un autre degré de perspective et un ancrage équivalent de plus en plus profond. Et donc cette verticalité dont je parlais il y a quelques instants. Et donc le temps est tout à fait nécessaire. Premier piège de la CNV cul-de-sac, c'est le fait de s'arrêter à un premier niveau de besoin qui n'est pas faux, mais qui n'est pas complet, qui nous vient à l'esprit immédiatement, mais qui cache des besoins qui sont infiniment plus profonds, plus justes derrière. Et combien d'entre nous ne nous sommes pas arrêtés à la sécurité? J'ai besoin de sécurité. C'est pas faux, bien sûr que les êtres humains ont besoin de sécurité. Mais la plupart du temps, la sécurité s'inscrit dans une stratégie de contrôle, de programmation, de savoir ce qui va se passer, d'être au courant de la suite de l'étape suivante, le fameux A à B par C et finalement à D, je veux savoir comment on va. Et donc une grande difficulté à mettre sa sécurité dans la confiance, dans le lâcher prise, dans la capacité à accueillir l'inattendu, à sentir son ancrage profond et donc sa capacité à s'adapter comme un surfeur au mouvement de la vie. Nous avons donc besoin de ne pas rester coincés dans « j'ai besoin de sécurité » et de contrôler ma vie, mon conjoint, mes enfants, mes collègues, mon équipe de travail, etc. Ça crée beaucoup de moments de rébellion et de rejet parce que
la vie ne consiste pas uniquement à vivre la sécurité, mais à sentir que nous pouvons la porter, à chercher la sécurité à l'extérieur, je veux dire, mais à sentir que nous pouvons la vivre à l'intérieur, la porter à l'intérieur de nous. Voilà un exemple parmi beaucoup d'autres, mais vous m'aurez déjà entendu sans doute partager dans d'autres circonstances la spirale concentrique du besoin d'ordre. Quels sont les parents qui ne s'acharnent pas sur leurs enfants parce qu'ils ont besoin d'ordre? C'est pas faux, le besoin d'ordre. Nous aimons l'ordre. Mais je vais pas me répéter ici, mais derrière l'ordre, il y a souvent un besoin d'harmonie. Et lorsque nous nous bagarrons avec nos enfants pour avoir de l'harmonie, on est à côté de la plaque. Quand nous utilisons l'harmonie comme étant un besoin, peut-être une stratégie d'un besoin plus intime, nos besoins sont parfois des stratégies de besoins plus intimes, c'est les poupées russes, assez souvent l'harmonie vient nourrir un besoin de paix, j'ai envie d'être en paix, et l'harmonie nourrit mon besoin de paix. C'est pas fou, bien sûr, on a besoin de paix. Mais la paix peut être elle-même une stratégie d'un besoin plus intime, et ça va peut-être vous surprendre. Mais derrière ça, ce que j'ai pu rencontrer plusieurs fois, et je l'illustre dans une des séquences que nous avons filmées ensemble, derrière le besoin d'être en paix, il y a surtout le besoin de se sentir exister, être vivant, être un être vivant. Et lorsqu'on a perçu le besoin d'exister et d'être vivant, l'ordre est moins important. L'harmonie, bon, c'est merveilleux évidemment quand c'est là, mais je peux accueillir de la disharmonie. Je suis pas accro à l'harmonie et bousillé s'il n'y a pas d'harmonie. Et le besoin de paix, bien sûr, c'est agréable, mais je goûte aussi le fait d'être en intensité et de pouvoir passer par des moments qui sont un peu plus secouants parce que j'ai besoin d'être vivant, d'être un être vivant. Alors, je ne dis pas que ce décodage que je viens de vous partager vaut pour tout le monde, mais je l'ai rencontré de nombreuses fois et je nous invite donc à ne pas être dupe d'un premier niveau de besoin qui n'est pas faux, mais qui n'est pas complet et qui mérite une attention fine de l'acuité de conscience et de la régularité pour percevoir ce qui se passe derrière et qui va nous permettre de nous rencontrer à un autre endroit. On voit de nouveau combien nous ne sommes pas dans un apprentissage, enfin dans un concept bisounours. Il y a une régularité qui est nécessaire. C'était un premier élément de CNV cul-de-sac, s'arrêter à un premier besoin de premier degré, mais qui n'est pas le bon endroit. Et si nous sommes arrêtés là, aucune stratégie ne trouvera sa place. Le deuxième élément de CNV cul-de-sac, c'est la précipitation vers la solution. Combien de personnes identifient un besoin de s'affirmer, de mieux s'exprimer, de trouver l'estime de soi, un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance, un besoin de trouver du sens à sa vie, des besoins fondamentaux comme ça, et qui tout de suite se disent « Et comment on fait? Et c'est quoi l'étape suivante ?» Vous voyez le formatage à passer à l'étape suivante. Attends. Identifier en toi que tu as besoin de travailler l'estime de soi, c'est un seuil majeur dans une vie d'homme ou de femme. Nous allons d'abord côtoyer ce besoin, le chérir, s'imprégner de sa vibration, développer la perspective de qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi l'estime de moi, comment je me sentirais si j'avais plus d'estime de moi, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je dirais, et je côtoie, je fréquente la notion de travailler l'estime de moi. Est-ce que et je fais ça pour les autres besoins, j'ai besoin de changement dans ma vie, je sais de quoi je parle, j'ai bien perçu ça. Eh bien, c'est pas parce que j'ai besoin de changement que je sais par où et comment. Quand j'ai perçu que je voulais changer de ma vie de juriste, je ne savais ni vers où ni comment. Et longtemps, j'ai annulé le besoin par un réflexe logico-mathématique assez réducteur. Puisque je ne sais ni vers où ni comment, j'ai donc pas besoin de changement, je reste dans ma vie de juriste qui m'ennuie. Et là-dessus, venait s'ajouter évidemment le mécanisme autobloquant de la culture du malheur. On n'est pas là pour rigoler. Bon, je rigole pas, je suis donc dans le bon. Vous voyez ce genre de petit raisonnement assez absurde. J'ai eu donc besoin de côtoyer un besoin de changement en creux, en manque, en ouverture vertigineuse, et d'accepter que j'allais le fréquenter régulièrement et cesser de le compenser par des changements de surface, comme changer d'appartement ou changer de relation amoureuse, ça m'est arrivé, ou de changer de voiture, des choses de surface complètement périphériques, et côtoyer le besoin pour en devenir aimant. J'aime mon besoin. Et je vous demande pas de le croire, mais quand j'aime ce besoin et que je le côtoie régulièrement, j'en deviens aimant de cette perspective de travailler l'estime de moi ou la reconnaissance ou le changement. Et petit à petit, à force d'être aimant du besoin, j'aimante des occasions de le vivre. Et je vous demande vraiment pas de le croire, mais de le travailler. J'accompagne tant de personnes qui ont accepté de rester quelques semaines, parfois quelques mois, dans le côtoiement de grands besoins, comme travailler la confiance en soi, la sécurité intérieure, l'ouverture de cœur, l'accueil de la différence. C'est des enjeux majeurs, et ils n'avaient pas la solution tout de suite. Mais à force de côtoyer et d'aimer cette perspective,
La vie nous apporte des choses, vous appellerez ça comme vous voulez. Je vous propose d'en faire l'expérience en tout cas. Donc, éviter la précipitation à la solution et l'attente de résultats, ça bousille beaucoup du travail d'éveil qui est un travail dans lequel la lenteur est un ingrédient. La lenteur est un ingrédient. Nous allons trouver dans la CNV cul-de-sac le fait de faire de la CNV plutôt que être habité de la conscience CNV. Ça sera donc très précieux de vérifier. Est-ce que je suis dans l'intention de créer du nous, de me rejoindre à l'autre et de trouver une solution satisfaisante tant pour l'un que pour l'autre, tant pour l'un que pour l'autre, ou est-ce que je suis dans une tentative d'obtenir ce que je veux contre le gré de l'autre, hein? Attention au retour en force de la vieille habitude, mécanisme autobloquant, des rapports de force. Hein? Vigilance par rapport à ça. Et ensuite, une dernière manifestation de la CNV cul-de-sac qui est très très régulière, c'est la résistance au changement. Le fait de percevoir, pour pouvoir aller vraiment dans l'axe de ma boussole, me mettre sur mon fil rouge, j'aurais vraiment besoin de traiter cette grosse tristesse, cette grosse colère, ce gros désarroi qui m'habite depuis longtemps. Mais ça fait beaucoup trop peur, je vais pas entrer là-dedans. Et ben, je reste dans un cul-de-sac. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est confortable, loin s'en faut, d'entrer dans le dialogue avec la partie de moi qui est si souffrante. Mais comment voulez-vous trouver la paix et l'éveil de plus en plus subtil sur cette spirale concentrique ou cette vis d'Archimède si vous restez accroché à une partie de vous que vous voulez pas toucher et que votre énergie est mise, c'est souvent ça qui nous bouffe notre énergie, l'énergie est mise à maintenir un couvercle sur cette cocotte. Je veux pas voir ma tristesse, je veux pas voir mon désarroi. Et donc, je nous encourage à oser, avec accompagnement sans doute, parce que c'est parfois rude de faire ça seul et peut-être trop difficile. En tout cas, personnellement, je peux témoigner en toute simplicité que j'ai eu besoin d'aide pour aller voir certaines peurs qui me frigorifiaient et que je n'aurais sans doute pas accepté de regarder bien en face tout seul. Voilà la proposition de se regarder bien en face, c'est vraiment cesser d'être gentil, soyez vrai, combiné avec être heureux, passer à des paliers de bonheur plus profonds et plus contagieux, plus généreux. Ça n'est pas nécessairement confortable, vous connaissez les titres de mes bouquins, c'est pas par hasard que j'ai choisi ces titres-là. J'aime ajouter à ceci, et puis nous allons venir à vos questions, que dans le processus de transformation que permet la CNV, nous sommes invités à quitter un ancien système de pensée qui est bien ancré parce qu'il a prévalu depuis des siècles, si pas des millénaires. Et donc, nous sommes vraiment dans un formatage très très puissant. Nos circuits neuronaux sont établis comme ça et c'est tout un travail que de se dire je vais créer de nouveaux circuits neuronaux, je vais aller frayer un nouveau passage. Hein, les neurosciences nous parlent de frayer un nouveau circuit vraiment et de se discipliner à penser autrement et à faire passer l'information par d'autres endroits que d'habitude. Sinon, ça s'engouffre dans la culture du malheur, dans les rapports de force, dans la culture de la méfiance, séparation des visions. Enfin, vous connaissez sans doute les 5 mécanismes autobloquants. Je rappelle qu'ils figurent dans le premier chapitre de mon dernier livre sur notre façon d'être adulte. Pour illustrer ce propos, je rappelle volontiers que dans le processus de transformation, nous aurons à lâcher des choses, à transformer des choses. Et l'image qui me vient, que j'ai déjà utilisée souvent, c'est celle de la chenille. Personne ne dit que la chenille trouve comique sa transformation pour devenir papillon. Elle a quitté son état de chenille. Et lorsqu'elle se tisse son cocon et qu'elle s'y installe, ce n'est pas pour y faire une petite sieste tranquille. Elle s'installe dans son cocon pour se dissoudre et retrouver une sorte d'état de liquide primal, une glu, dont petit à petit va émerger une aile, une patte, une antenne, et petit à petit le papillon va apparaître, reconstitué au départ de cette décomposition de la chenille. Alors pas tout le monde a besoin de se décomposer, on est bien d'accord. Mais personnellement, j'ai eu à vivre de sérieuses transformations pour pouvoir sentir que ce mouvement de papillon s'animait en moi et que je devenais de plus en plus la personne que je voulais être et plus le personnage dans lequel je me sentais confiné et à l'étroit. Alors, les chemins de vie sont aussi différents qu'il y a de personnes. Je vous donne juste un exemple qui a pu me parler à moi. Peut-être que ça vous parle pas. Je voulais juste illustrer que notre résistance au changement et à la traversée de certaines parties délicates et douloureuses de nous peut constituer un état de CNV cul-de-sac. Je reste à un certain endroit de moi-même que je n'ai pas envie d'aller visiter. Eh bien, voilà, ça peut être un choix, hein, mais ça peut être aussi
une occasion de remettre en question cette frilosité et de s'enhardir à aller un peu plus loin. Et je pense profondément que c'est citoyen que d'oser mettre le meilleur de soi au service du monde. Nous avons besoin, dans la traversée que nous faisons aujourd'hui, de citoyens créatifs, courageux, endurants et qui apportent cette poésie d'un vol de papillon. Voilà. Gabin, je te repasse l'antenne, comme on dit dans les émissions. Merci beaucoup Thomas pour ces éléments. Et effectivement, là, c'est des premiers éléments d'introduction sur la CNV casse-pied, la CNV cul-de-sac. Et vous allez voir qu'on va redécouvrir un petit peu des réponses, vous proposer encore d'autres angles, d'autres portes d'entrée par rapport aux questions que vous nous avez partagées. Et donc, ce que l'on vous propose au programme de ce soir par rapport aux questions, c'est une grande partie sur les questions-réponses avec les difficultés, une première partie sur l'utilisation du vocabulaire en CNV. Thomas en a parlé au tout début et vous allez voir, on va reprendre des exemples, des situations, etc. Les difficultés avec l'écoute de l'autre et de soi, les difficultés avec l'expression de soi, les difficultés qui peuvent être rencontrées pour identifier le bon niveau de besoin, les difficultés selon les contextes, les circonstances ou les personnes. On a quelques exemples spécifiques à vous partager. Les difficultés pour pratiquer la CNV lorsque des émotions sont présentes. Et ensuite, on s'intéressera aux limites de la CNV, avec notamment des questions sur la fatigue et l'épuisement qui peuvent survenir dans la pratique de la CNV à certains moments, et quelles peuvent être les disciplines ou les pratiques complémentaires à la CNV. Et nous terminerons cette soirée en vous partageant quelques informations, premières informations, pour celles et ceux qui seraient intéressés. On est en train de finaliser la préparation d'un parcours de formation d'accompagnement, une aventure de 9 mois qui démarrera en octobre 2023 jusqu'à juin 2024. Donc voilà, les portes ouvriront dans quelques semaines. On pourra vous partager plus d'informations en fin de soirée. En tout cas, il y a vraiment les intentions dans ce parcours, c'est également les enjeux qu'on évoque ce soir, comment pouvoir pratiquer et intégrer cette communication et au-delà même cette conscience non violente, la développer de plus en plus. Voilà un petit peu pour le menu, le programme de ce soir. Si ça vous va. Thomas, ça te va? Ça va très bien. Allons-y. Parfait. Donc, comme vous verrez, vous avez le chat si vous voulez interagir. On prend finalement assez peu de questions dans le chat puisqu'il y a déjà beaucoup de questions qui nous sont partagées en amont. Et donc, l'idée, c'est aussi de synthétiser les questions pour avoir une progression dans la soirée, répondre à différentes choses. Donc, profitez du chat si vous voulez échanger, mais vous verrez qu'on prendra assez peu de questions. Donc, vous pouvez aussi vous laisser porter et profiter pleinement de la soirée, des échanges qui arrivent. Et donc, je rappelle que la soirée est enregistrée. Et de mon côté, au niveau connexion, son et image, tout est OK. Donc, je pense que le replay sera très bien. Première partie, question-réponse avec les difficultés avec le vocabulaire en CNV. Donc, 4 questions qui se croisent. Thomas, tu peux piocher, tu n'es pas obligé de répondre à chacune, mais en tout cas, voilà un thème qui est revenu des dizaines et des dizaines de fois dans les questions que vous nous avez partagées en amont. Comment pratiquer la CNV au quotidien et le plus naturellement possible? Mireille. De quelle manière la pratiquer le plus spontanément possible, qu'elle fasse partie de nous naturellement? Sandrine. Comment utiliser la CNV d'une façon fluide et ne pas être pris par la vitesse de l'échange avec l'autre? Brahim. Et comment intégrer les clés d'une CNV de façon à ce que ce soit naturel en moi et non mental? Chérifa. Merci beaucoup à Mireille, Sandrine, Brahim et Chérifa pour ces questions extrêmement pertinentes et qui reviennent souvent. La réponse, vous vous y attendez. Comment faire? La pratique et la pratique. Systématique. Nous sommes presque toujours maladroits dans un nouvel apprentissage. J'aime donner l'exemple de la conduite d'une voiture pour celles et ceux qui ont appris à conduire la voiture. Rappelez-vous la maladresse que nous ressentons lorsqu'on se met au volant de la voiture, peut-être de son parent ou peut-être de son parrain ou d'un ami, et qu'on contemple ces outils. On ne sait pas trop comment ça marche. C'est toute une affaire que de réaliser qu'il y a des pédales, comment on enclenche la première vitesse, comment on pense à défaire le frein à main. Enfin, il y a tous ces instruments de bord. Et puis, circuler la voiture, son encombrement, etc., faire circuler la voiture. Et puis, quand on se hasarde sur la route,
il y a le code et l'interaction avec les autres. C'est compliqué. Et nous sommes souvent un peu maladroits et saccadés. On fait les choses de façon mentale. Je pousse l'embrayage, j'enclenche la première, je laisse doucement l'embrayage, je défais mon frein à main, je mets mon clignotant. Tout ça est saccadé parce que c'est pas encore dans l'état de fluidité auquel nous atteindrons par la pratique. Et effectivement, lorsque vous avez conduit une voiture depuis quelques années, vous n'y pensez plus. Tout est complètement encodé. Vous êtes dans le trafic, même les embouteillages, il pleut, mais vous voyez la signalisation, vous sentez la voiture et ça se passe. C'est la même chose pour n'importe quel sport. Au début, on est maladroit quand on veut tenir une raquette de tennis, par exemple, ou n'importe quoi, une paire de skis ou un ballon de football ou de handball. C'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on pratique pour que ce soit plaisant. Et petit à petit, par la pratique, effectivement, ça devient plaisant. Instrument de musique, c'est pareil. Et donc, je ne peux qu'insister sur le fait que, de nouveau, ce n'est pas une recette que l'on applique comme ça, c'est un processus dans lequel nous pouvons nous impliquer pour sentir que la pratique s'ancre de plus en plus et que nous développons de plus en plus d'aisance et que nous sommes plus à l'aise pour réagir de façon qui nous convient dans des circonstances qui, avant, auraient suscité de la fuite peut-être de notre part ou de l'agressivité. Et nous pouvons à ce moment-là nous encourager chaleureusement dans notre processus. Je suis attentif particulièrement à la réflexion de Brahim sur la vitesse, comment ne pas être pris par la vitesse de l'échange avec l'autre. Eh bien, merci Brahim pour cet enjeu-là, en demandant du temps, en disant j'ai envie d'avoir une conversation profonde avec toi et à ajuster ce que j'ai à te dire en fonction de mon ressenti. Je vais juste prendre le temps de vérifier. Je sais que c'est peut-être inhabituel pour toi, mais je ne veux pas entrer dans une polémique ou dans une friction d'ego. J'ai besoin d'être centré et donc je prends un peu de temps. Voilà pourquoi je ne te réponds pas du tac au tac. J'explique. J'ai le droit. C'est légitime. C'est au service. C'est pour nous. C'est pas contre. On n'est plus dans les rapports de force. Et je pense que c'est au prix de cette hygiène de conscience, mais aussi d'expression, je dis ce que je fais, je dis ce que je pense, je dis ce que je sens, que petit à petit, nous pouvons être contagieux et créer un climat plus doux. Mais vous voyez que ça nous demande de sortir des rails, quoi, de sortir des habitudes. Et effectivement, ça n'est pas nécessairement confortable et ça va faire l'objet de réactions. T'es pas comme avant, t'as changé, t'es bizarre, c'est quoi ce truc? Ah oui, ben c'est clair, on va rencontrer ça. Nous sommes un peu, permettez-moi d'utiliser une image qui a ses limites comme toute image, mais nous sommes un peu pionniers d'un nouveau monde. Au siècle précédent, bien des voyageurs sont allés découvrir des terres étrangères, pas toujours dans les meilleures intentions, on en est bien d'accord, mais en arrivant dans ces terres étrangères, ils se sont pris des flèches et parfois des coups de machette et des moustiques en tout cas, et c'était pénible comme débarquement, comme entrée en terre étrangère. Mais aujourd'hui, nous explorons un autre continent qui est la relation humaine et nous y débarquons un peu comme en terre étrangère. Elle a été très peu explorée, ce continent de la relation humaine, et on se prend des moustiques et parfois des flèches. Ça fait partie de la découverte d'un nouveau territoire pour petit à petit apprivoiser et en faire une belle terre, un beau paradis vivant. Merci pour vos questions. Merci beaucoup Thomas. Dans la continuité, on a deux questions sur les difficultés avec le vocabulaire CNV. Une question de Béatrice. Comment parler en CNV d'une manière entendable par tous, par exemple, sans la phrase « je me sens car j'ai besoin de ». Est-il possible de s'exprimer CNV de manière fluide, naturelle et spontanée? Et Céline, je rencontre de nombreux rejets et jugements de la part des autres, de mes proches, quand je communique suivant le processus CNV. Fait, sentiment, besoin, comment adapter mon vocabulaire pour que ça se passe mieux? Merci Béatrice et Céline pour leurs questions. Je pense nous avons déjà un petit peu abordé ça dans la première partie. Éviter le jargon, le formatage grammatical, disons, la grammaire CNV, les mots sentiments et les mots besoins sont très lourds dans une conscience qui n'est pas habituée à ce langage-là. Ça paraît presque un peu égoïste. Tu ne parles que de toi, de tes besoins. On n'est pas là sur Terre pour s'occuper de soi, il faut s'occuper des autres. Enfin, on va entendre tout ce genre de formules. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser des mots qui parlent de ressenti et de besoins, mais sans mettre ces mots-là. On peut très bien dire à l'autre, moi, ce qui me plairait davantage, c'est un peu d'exercice et de profiter du grand air. Est-ce que ça dirait d'aller faire une promenade?
plutôt que de dire je suis fatigué, j'aurais besoin de faire un peu d'exercice physique, serais-tu d'accord que nous allions nous promener? Ça, c'est un peu lourd. Donc, nous pouvons trouver une façon de participer et de partager ce que nous ressentons avec les mots de tous les jours. Et je vous l'ai dit au début, c'est très amusant, agréable d'essayer de faire ça. Et à l'inverse, de donner de l'empathie. Autrement, plutôt que de dire est-ce que tu te sens triste parce que tu aurais besoin d'écoute, t'es triste parce que tu aimerais qu'on se parle. Tac, tac. On évite le mot sentiment, on évite le mot besoin qui alourdissent, qui rendent pénible la relation et qui créent parfois de la résistance. Je rappelle volontiers que deux extrêmes de polarité que j'ai connus quand j'étais encore juriste et que je pratiquais la CNV. Si le patron de la grosse boîte pour lequel je travaillais comme juriste m'appelait pour un dossier et que j'essayais de comprendre sa préoccupation, je ne lui demandais pas est-ce que tu te sens triste parce que tu aimerais de la reconnaissance de la part du service marketing ou autre. On n'est pas triste dans l'entreprise et on n'a pas besoin de reconnaissance, on n'est pas là pour ça. Mais moi, j'utilise ma grille. Est-ce que tu es contrarié parce que tu aimerais une meilleure communication entre ton service et le service machin? Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Sentiment, besoin. Mais avec des mots qui passent dans le climat. On peut être contrarié dans l'entreprise et on a besoin d'une meilleure communication, ça c'est sûr. Oui, trouver les mots qui passent selon le contexte. Mais si le soir, j'avais une réunion de préparation d'une activité avec les jeunes de la rue dont je m'occupais, je me suis occupé pendant une dizaine d'années, certains d'entre vous le savent, et que je voyais un gamin, des jeunes sortir du local où nous étions en claquant la porte, je n'allais pas le rattraper dans la rue en lui demandant « Est-ce que tu te sens mal à l'aise et peut-être contrarié parce que ton besoin d'appartenance au groupe n'est pas nourri comme toi tu l'aurais souhaité ?» Il m'aurait fait un joli bras d'honneur. Évidemment, on parle pas comme ça à des gamins qui vivent dans la rue et qui, ont le jargon de ceux qui vivent plutôt dans la rue, un peu en marge du système. Donc, j'allais le retrouver en disant, est-ce que ça te fait chier parce que tu veux ta place dans le groupe? Viens, allez, on va voir comment. Paf. Sentiment, besoin. Avec les mots de tous les jours. Street giraffe. C'est pas compliqué, c'est plutôt rigolo, je vous le dis de nouveau. Donc, pour répondre à Céline, je rencontre de nombreux rejets et jugements de la part des autres. De nouveau, effectivement, je crains que c'est, comme vous l'évoquez, vous évoquez les faits, les sentiments, les besoins de façon qui est peut-être un peu trop protocolaire ou peu trop formatée pour que ce soit audible pour les autres. Et pour moi, la non-violence va jusque-là, bien sûr. Je cherche une façon de communiquer qui ne crée pas de résistance. C'est pour ça qu'on évite les jugements. C'est pour ça qu'on évite les croyances. C'est pour ça qu'on évite la pensée binaire, soit. C'est pour ça qu'on évite les il faut, tu dois. C'est que ces formulations très, très habituelles dans nos circuits neuronaux génèrent de la résistance. Si je dis à l'autre, t'es un égoïste, tu penses qu'à toi, il n'est pas très disponible pour comprendre mon besoin. Par contre, si je lui dis, je me sens triste, j'aurais besoin d'un peu d'aide, serais-tu d'accord de m'aider? Il y a plus de chances, pas toutes les chances, que j'obtienne de l'attention et peut-être même de l'aide. Donc c'est pour ça que nous sommes attentifs à la formulation, c'est pour créer du lien, et ça va jusqu'au fait de trouver le vocabulaire qui va passer selon les circonstances. Et j'ajoute également, j'ai oublié de le dire dans le petit mot d'introduction, ça va passer par le fait de trouver le bon moment, le bon espace. C'est mon ami Jean-Yves Lagasse qui m'a très longtemps assisté et m'assiste encore à l'occasion, et on co-crée maintenant des ateliers ensemble. Jean-Yves me rappelait, parmi les pièges de la communication, c'est le fait de forcer le dialogue alors que l'autre n'est pas du tout prêt, n'est pas disponible, est fatigué, c'est pas le moment. Et souvent, nous pourrions être un peu insistants, en tout cas, ça m'est arrivé, moi, dans mon prosélytisme dont je vous ai parlé, de vouloir, oui, mais donc t'es fatigué parce que tu aurais besoin et l'autre a juste envie qu'on lui foute la paix, c'est pas le moment. Et donc, nous allons éviter ça. De même de faire, Jean-Yves me rappelait également de faire de la CNV qui est trop longue pour l'interlocuteur, qui n'est pas dans cet état-là, et nous pouvons être un peu, nous, dans un état un peu mélodramatique de vouloir insister lourdement sur la bonne compréhension, alors que c'est pas le moment. Nous aurons donc le tact de faire ça à un moment où il y a plus de disponibilité, et ça demande de développer des antennes, des capteurs, et non pas se résigner à ne rien dire, non, mais ne pas non plus envahir l'autre avec notre tentative de lien et de dialogue qui n'est peut-être pas au bon moment. Vous voyez que de nouveau, rien de magique là-dedans. La pratique, le développement d'une antenne qui nous permet de percevoir plus finement ce qui se passe. Et ça, de nouveau, ça s'apprend. Merci beaucoup Céline et Béatrice. Merci Thomas. Voilà donc pour les difficultés avec le vocabulaire CNV pour des premières pistes. On s'adresse maintenant aux difficultés avec l'écoute de l'autre ou de soi.
avec des questions d'Hélène, de Rodica et de Marie-Laure. Dans une situation donnée, je ne sais pas toujours si je dois me tourner vers l'écoute de moi ou l'écoute de l'autre. On ne peut pas toujours faire les deux, me semble-t-il. Hélène, je constate des difficultés dans l'écoute de l'autre, une sorte de précipitation pour répondre et une expression de soi pas encore suffisamment claire et précise. J'ai besoin de l'affiner. Rodica, et j'ai des difficultés à venir m'écouter régulièrement. Je le fais en général quand je suis rempli des émotions des autres. Comment faire pour anticiper et ne pas devenir une éponge émotionnelle? Marie-Laure. Merci à toutes les trois pour ces questions également très pertinentes et très récurrentes dans nos apprentissages. D'abord, la question d'Hélène, je ne suis pas toujours dans une situation donnée si je dois me tourner vers l'écoute de moi ou l'écoute de l'autre. On ne peut pas toujours faire les deux en même temps, me semble-t-il. C'est effectivement un enjeu qui, de nouveau, s'apprend. Tenter d'avoir une oreille empathique vers l'autre et une oreille empathique vers soi. Peut-être vous connaissez ce serre-tête qui a deux oreilles que Marshall avait inventé pour montrer la qualité d'écoute vers l'autre, vers soi, ou les deux en même temps. Et personne ne dit que ce soit facile, mais dans certains dialogues, nous aurons besoin de sentir où est l'autre, est-ce que je suis avec l'autre, et où est-ce que je suis moi, comment est-ce que je réagis, pour éviter d'être dans une sorte de mime de patience, alors qu'il n'y a pas de patience du tout, et que s'accumulent en moi des gougouttes de frustration qui vont faire que mon vase va tôt ou tard déborder et que je vais en attribuer la responsabilité, évidemment, à l'autre. Toi, tu fais déborder mon vase parce qu'il y en a marre. J'ai besoin d'être responsable de l'état intérieur de mon vase et donc de percevoir que gougoute après gougoute, de la fatigue, de l'impatience, du ras-le-bol, peut-être même de la colère ou du dépit, s'accumulent et j'ai donc besoin de pouvoir le dire à temps. Et je ne vois pas d'autre moyen que la pratique, de nouveau. C'est ça qui va nous donner de la fluidité. C'est de nouveau pas un truc ou une recette. Alors, Rodica, je constate des difficultés dans l'écoute de l'autre, une sorte de précipitation pour répondre et une expression de soi pas encore suffisamment claire et précise. J'ai besoin de l'affiner. Le risque est effectivement la précipitation, de nouveau, de vouloir rapidement apporter de l'empathie ou de l'écoute alors qu'elle n'est pas forcément demandée. Nous aurons besoin d'intégrer l'ingrédient du temps et d'apprendre à écouter avec douceur, d'accepter les temps de silence, d'accepter que l'autre, quand il est dans le silence, sonde sans doute son état intérieur et que c'est donc un silence fécond qui va permettre à la personne de trouver par elle-même une couche plus fine ou plus profonde de besoin, un besoin plus racine que ce qu'elle évoquait à ce stade-là. Et donc éviter la précipitation qui souvent compromet la qualité du lien. Et de nouveau, nous sommes bien d'accord que nous sommes à l'encontre des rythmes dans lesquels nous sommes engagés par cette société dans laquelle nous apprenons à courir de plus en plus vite et qui nous éloigne du nous intérieur avec nous-mêmes, du nous avec l'autre. Donc, nous avons besoin d'apprendre à transgresser cette habitude et à instaurer un rythme d'écoute de soi, d'écoute de l'autre, qui corresponde à notre véritable élan. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours bien compris, et cependant, je considère que c'est essentiel. Marie-Laure, j'ai des difficultés à venir m'écouter régulièrement. Je le fais en général quand je suis rempli des émotions des autres. Comment faire pour anticiper et ne pas devenir une éponge émotionnelle? Marie-Laure, vous avez répondu à votre question. Je le fais en général quand je suis rempli des émotions des autres. Faites-le avant. Écoutez-vous avant, écoutez-vous tous les jours, écoutez-vous régulièrement. Prenez du temps de centrage pour sentir où est votre centre. Et quand vous avez dépassé votre limite dans la disponibilité, dans l'écoute de l'autre, quand ça commence à vous pomper l'air et risque de vous épuiser en puisant trop loin dans votre énergie, c'est cette présence à soi qui nous permet de nous situer plus rapidement, sans entrer dans l'état d'épuisement ou de ras-le-bol que vous semblez évoquer. Et se dégager un peu de temps tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous le savez, je propose 3 minutes 3 fois par jour, mais très vite, ces 3 minutes deviennent un peu plus parce que nous prenons goût à ce moment d'attention, de présence au premier humain dont nous avons la charge, d'empathie pour cette humanité qui est dans nos mains, dans notre cœur, et qui est la clé de la capacité de l'empathie pour l'autre. Petit à petit, nous développons cette capacité. Donc, je vous encourage. Merci Hélène, Rodica et Marie-Laure pour vos questions. Merci beaucoup Thomas pour ces éléments. On vous propose maintenant de découvrir les questions sur les difficultés avec l'expression de soi, un des axes de la communication abordés par la CNV.
Question de Marie-Laure, l'expression de soi est très difficile pour moi. J'ai l'impression d'être illégitime. Comment me rendre plus légitime dans ce que je vis à terme? Comment cadrer ou stopper une personne qui me parle d'autres personnes comme des ragots, par exemple? Et Anne, comment formuler au mieux ma demande pour être naturelle et bienveillante sans que l'autre ne se sente manipulé, pris pour un idiot ou un enfant, bref, qu'il se sente compris dans son univers, même si lui-même n'est pas éveillé ou conscient, même si la réaction de l'autre ne m'appartient pas. Anne. Merci également Marie-Laure et Anne pour vos questions, également très pertinentes. Alors, l'impression d'être illégitime de Marie-Laure, comment me rendre plus légitime dans ce que je vis, comment cadrer ou stopper une personne qui parle d'autres personnes comme des ragots. Effectivement, trouver votre autorité intérieure, peut-être vous avez besoin de travailler votre ancrage, votre force intérieure, votre estime de vous-même qui vous permet de vous affirmer plus rapidement et d'oser prendre position, d'oser votre légitimité. Vous avez le droit d'exister. La vie vous a voulu vivante, présente. Vous êtes là et vous avez absolument le droit d'occuper cet espace et de partager ce que vous ressentez. Et donc de dépasser peut-être cette timidité ou cette frilosité ou cette pudeur qui souvent nous habite parce que nous avons surtout appris à être bien gentils et s'il te plaît pas trop vrai, ça c'est nos encodages, mais je pense qu'il est temps de dépasser ça et de s'enhardir à oser petit à petit occuper pleinement votre place. Mais quand il s'agit de stopper une personne qui entre dans des ragots, et j'apprécie que ça ne vous plaise pas, effectivement, mais de pouvoir le dire, de le dire avec tact, en disant, écoute, quand tu parles comme ça sur d'autres personnes, ça me met mal à l'aise, parce que nous ne savons pas pourquoi les personnes font les choses, on ne voit que ce qu'on a vu, on n'entend que ce qu'on a entendu, mais on a vu très peu de choses, donc je préfère ne pas parler négativement des personnes, parlons plutôt positivement des uns et des autres. Quelles sont les qualités que tu trouves à telle ou telle personne? Et vous retournez la situation pour que l'on s'enchante plutôt des liens que l'on a, plutôt que de déblatérer. Je pense qu'il y a assez de pensées négatives sur la planète pour ne pas ajouter les nôtres. C'est de l'hygiène de conscience. Merci beaucoup Marie-Laure pour cette intention et cette question. Alors Anne, comment formuler au mieux ma demande pour être naturelle et bienveillante sans que l'on ne se sente manipulé et pris pour un idiot ou un enfant? Bref, qu'il se sente compris dans son univers. Il me semble que ce qui peut aider, c'est d'avoir d'abord reconnu ce que l'autre vit, là où il en est, quels sont ses besoins dans l'instant, en indiquant que vous êtes consciente de ça et que vous souhaitez autant que possible respecter ses besoins, et en même temps formuler ce que vous souhaitez, en indiquant que l'idée est de contribuer et pas d'imposer. De pouvoir dire, ma formulation va peut-être te paraître bizarre, mais je tiens pas à imposer ma position, voilà ce que moi j'aimerais, qu'est-ce que tu en penses? Et indiquer de nouveau, dire pourquoi vous dites ça. Je fais la précision que je veux pas t'imposer, que c'est une demande négociable, parce que je suis fatigué des rapports de force où on s'impose des choses. Vous indiquez la raison. Et peut-être qu'au départ, ça va un peu surprendre l'interlocuteur, mais la plupart du temps, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans une certaine proximité, je pense que cette personne va trouver appréciable qu'on se parle sans s'imposer des choses, en quittant la culture des rapports de force, domination, soumission, agression, démission, en quittant ça et en créant des rapports de collaboration, partage et empathie. Mais s'il peut se faire, et j'en ai fait l'expérience que l'autre peut avoir l'impression qu'effectivement c'est bizarre comme façon d'être et un peu enfantin, peut-être. Peut-être que ça passe par là. Merci beaucoup Anne pour votre question. Merci Thomas. On s'adresse maintenant aux difficultés pour identifier le bon niveau de besoin. Thomas, tu en parlais tout à l'heure justement dans l'introduction. On a 2 questions par rapport à ça. Christelle, comment arriver jusqu'au bon niveau de besoin, le besoin racine au cœur de la poupée russe? Et Maria, j'ai l'impression d'être parfois un peu perdue entre les avantages d'apprendre à lâcher prise, donc ne plus avoir de besoin, d'exprimer mes besoins, donc continuer à en avoir tout le temps. Qu'est-ce qui est mieux à long terme? Qu'est-ce qui rend le plus heureux, Maria? Alors, merci pour ces 2 questions, Christelle et Maria. Voyons d'abord la première, comment arriver jusqu'au bon niveau de besoin, le besoin racine au cœur de la poupée russe.
Ce que j'observe, et peut-être vous l'avez déjà ressenti, c'est lorsque nous touchons le bon niveau de besoin, pour mettre ce qualificatif provisoirement, eh bien, il y a un dégagement d'énergie dans le corps qui semble indiquer que le corps confirme « Ah, on est arrivé au bon endroit ». C'est de ça dont il s'agit. Quelque chose comme un relâchement, oui, une ouverture de la respiration, une détente dans le plexus, dans le ventre ou les épaules, quelque chose qui fait que ça me parle. C'est de ça dont il s'agit. Un tressaillement aussi, quelque chose qui pétille, un peu comme peut-être des bulles de champagne à l'intérieur qui disent ça me parle, j'ai envie d'aller par là, ça fait sens pour moi. Ça donne une direction, en tout cas. J'aime bien rappeler les acceptions du mot sens. C'est une direction, c'est une signification, ça fait sens, et c'est une sensation. J'ai le sens, la sensation. Mes sens disent ça fait du sens. Ces trois axes me paraissent précieux. Et on voit donc bien que la CNV est tout autre chose qu'un processus intellectuel. Ça se passe pas dans le logico-mathématique, petit cerveau dit gauche. Ça se passe dans tout notre être, et plutôt au bas du torse, dans les centres d'énergie qui nous habitent. C'est là, c'est un tressaillement profond de l'être qui nous dit ça me paraît juste, tandis que ça, c'est pas tout à fait ça. De nouveau, vous l'aurez perçu, bien des personnes arrivent dans des stages de communication non violente et sont très très coupées de leur corps, de leurs sensations, de ce que le corps dit. Ils n'ont jamais écouté. Et parfois, ce sont des personnes qui ont une activité sportive ou simplement des activités qui les amènent à être physiquement impliqués, mais pas d'écoute fine, pas d'écoute attentive. Or, ceux qui ont une pratique du corps parmi vous le savent, le mouvement a deux corps de base, c'est contraction, fermeture, méfiance, non, on reste par ici, ou expansion, ou ouverture, confiance, j'ai envie d'aller par là. Ça se sent petit à petit. Et je le répète, je l'ai déjà dit souvent, mais je suis quelqu'un qui a toujours une activité physique pour être bien dans mon corps, j'aime ça. Des activités d'extérieur, etc., de campagne, de bûcheronnage ou jardinage, mais je n'écoutais pas mon corps. Et la pratique, notamment par le travail que j'ai pu faire avec mon ami Guy Cournot, qui commençait toutes ses sessions par un moment de présence attentive au corps et des exercices adéquats pour ça, certains exercices que j'ai repris d'ailleurs dans mes ateliers, eh bien, j'ai réalisé que depuis longtemps, mon corps me disait, Thomas, allons par là, ça a tellement plus de sens, s'il te plaît, là, nous sommes en expansion, en ouverture, nous aimons tellement ça. Et de l'autre côté, mon petit logico-mathématique me disait, non, on reste par ici, c'est beaucoup plus raisonnable. Et j'étais en tension intérieure, presque insoutenable, que je n'écoutais pas, que je n'entendais pas, que je ne voulais pas voir. Nous avons donc besoin, je réponds à votre question ici, d'être attentif à ce niveau de besoin qui se manifeste par un état de détente, d'ouverture, d'élan, d'aimantation vers quelque chose qui nous parle. Merci beaucoup Christelle pour cette question très précieuse à mon sens, de réveiller ce sens d'une proprioception de notre corps. Ensuite, Marie, j'ai l'impression d'être parfois un peu perdu entre les avantages d'apprendre à lâcher prise, donc ne plus avoir de besoin, c'est comme ça que vous l'exprimez, d'exprimer besoin, donc de continuer à en avoir tout le temps. Qu'est-ce qui est mieux à long terme? Qu'est-ce qui rend le plus heureux? Maria, je pense que vous avez l'intuition. Si vous étiez là, je vous dirais qu'est-ce que vous répondriez vous-même à votre propre question. Je pense que c'est un mix des deux, comme on dit en franglais, un doux mélange des deux. J'apprends à lâcher prise, ce qui est quand même un besoin. Ce n'est pas ne plus avoir de besoin que de lâcher prise. C'est honorer mon besoin de lâcher prise, mon besoin de m'abandonner à ce qui est, mon besoin de lâcher la prétention, par exemple, à avoir raison, qui peut nous bousiller la vie, comme vous le savez, le besoin de faire confiance, le besoin de m'ouvrir à la différence, à l'inattendu, à ce qui n'était pas prévu, à ce qui n'était pas au programme. Donc, ce sont des besoins fondamentaux. Lâcher prise, c'est pas ne plus avoir de besoin, c'est vivre certains autres besoins que ceux auxquels nous sommes peut-être habitués. Et exprimer mes besoins, continuer à en avoir tout le temps, mais pas forcément. Je peux exprimer mes besoins sans être tout le temps dans cette expression-là. Je peux trouver la juste mesure des besoins les plus importants à nommer, à exprimer ou à vivre, en laissant de côté ceux qui sont moins importants. Et comment fait-on la distinction? Vous l'aurez entendu tout au long de la soirée. La pratique, la pratique, la pratique. Le discernement plusieurs fois par jour. Pourquoi je fais ça? Comment je me sens quand je fais ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça me rend heureux, joyeux, ça a du sens, signification, direction, sensation d'exister ou pas? Et quand la réponse est ou pas plusieurs fois de suite, eh bien, je m'interroge.
Et je mets ça en question en disant que je vais sans doute cesser ces gestes, ces attitudes, ces comportements, parce qu'ils n'ont plus de sens. Je ne vois pas où ça mène, ça n'a pas de signification, ça ne nourrit pas mon besoin de faire des choses sensées, et je ne me sens pas vivant ou vivante là-dedans. Et petit à petit, rien de magique de nouveau là-dedans, mais c'est le jardinage que la CDV nous propose de faire. Je vais orienter mon attention vers ce qui me met en vie. C'est un enjeu précieux. Vous m'avez sans doute déjà entendu citer cette phrase de Howard Thurman, si je le prononce bien, théologien, philosophe, qui dit « Ne cherchez pas ce dont le monde a besoin. Cherchez ce qui vous éveille à la vie, vous, et puis faites-le. Parce que ce dont le monde a besoin, c'est d'être qui s'éveille à la vie. » Alors j'adore cette formule tellement encourageante à oser travailler pour nous, parce que c'est en devenant qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire en principe, d'après mon expérience, un être joyeux, fécond, solidaire et collaborant. Dans mon expérience d'accompagnement des personnes, c'est toujours ce que j'ai vu. Eh bien, c'est ça dont le monde a besoin. Merci beaucoup pour vos questions, Christelle et Maria. Merci beaucoup Thomas. Et dans le prolongement, on vous partage une question avec un exemple spécifique par rapport à cette notion-là, une question d'Hélène. Je trouve difficile de repérer le besoin souche à l'origine d'un sentiment. Les formateurs nous répètent souvent que le besoin doit être à 100% chez soi, on ne doit pas l'attendre de l'autre. Exemple, si mon conjoint ne se souvient plus d'un rendez-vous qu'on avait ensemble, j'y vois chez moi une frustration due à un besoin de responsabilité. Mais étant donné que j'attends que la responsabilité vienne de lui, cela fait en sorte que ce n'est pas le besoin qui m'habite. Ce serait plutôt un besoin de sécurité ou un besoin d'interdépendance, si j'ai bien compris les enseignements. Hélène. Oui. Question suivante. Merci beaucoup Hélène de partager cette expérience et d'aller voir derrière effectivement ce qui se passe. Clairement, nous avons un besoin de responsabilité de façon générale pour l'ensemble de la planète. Je pense que nous pourrions rêver, je crois, que tous les êtres humains soient conscients et responsables et posent des comportements responsables à travers la planète. Donc c'est un besoin général et nous pouvons le partager avec notre conjoint, effectivement. Mais peut-être que le fait d'oublier un rendez-vous n'indique pas un manque de responsabilité, mais peut-être une surcharge mentale, trop d'onglets ouverts en même temps, le fait d'avoir peut-être accordé moins d'importance à ce rendez-vous que pour vous, peut-être que c'était pas parmi les priorités du moment, et que donc nous avons aussi besoin de sentir notre sécurité, comme vous l'évoquez. Ma sécurité n'est pas compromise parce que mon conjoint n'a pas eu attention au rendez-vous que nous avions. Ou un besoin d'interdépendance, oui, de réciprocité, de partage d'une même vision, si possible. Il y a des nuances là-dedans. Nous sommes en communauté et en lien. Et ce que vous avez appris auprès d'autres formateurs, que nos besoins sont à 100% chez nous, c'est pas complètement faux et c'est pas complètement vrai non plus. Et il s'agit de trouver le bon endroit. Mais clairement, dans un idéal de profonde sagesse, mais qui va faire tout ce chemin jusqu'à une profonde sagesse, nos besoins nous appartiennent complètement. Si on prend, c'est une caricature, hein, mais l'image du sage en méditation sous son banyan millénaire et qui se nourrit de prana, il n'attend plus rien de personne, celui-là. Ses besoins essentiels sont d'être. C'est tout. Et il ne mange, ni ne boit, ni ne dort. Il est en état de méditation. Alors, il y a quelques humains, on le sait, sur la planète qui sont dans cet état-là. Et peut-être que nous aimerions tendre vers un état qui se rapproche de cette paix intérieure extraordinaire et inattaquable. Mais en même temps, la vie quotidienne n'est pas comme ça. Nous sommes en interaction, nous sommes dans une vie de couple, nous sommes dans une vie avec des enfants ou des collaborateurs, des équipes de travail, des collègues, etc., des voisins, des voisines, une famille, des beaux-parents. Et tout ça fait que nos besoins se trouvent souvent à l'occasion de s'affiner dans la rencontre avec les autres, mais effectivement sans projeter la totalité du besoin sur la tête de l'autre, clairement. Merci pour cette occasion d'affiner cet enjeu, Hélène. Merci beaucoup Thomas. On s'intéresse maintenant aux difficultés qui peuvent survenir dans certains contextes, certaines circonstances ou avec certaines personnes. On a quelques exemples concrets. Alors, Frédéric, comment faire de la CNV lorsque les autres ne sont pas coopérants à ce type de communication? Karine, comment établir un dialogue pour maintenir un lien avec des personnes qui ne sont pas sensibilisées à la CNV, se faire comprendre sans agresser,
sans se nier soi-même, sans devoir être le seul à faire un compromis vers l'autre. Et Anne, ma plus grande difficulté, c'est d'utiliser la CNV avec quelqu'un qui n'est pas éveillé ni conscient de la bienveillance de cette pratique et qui pourrait penser qu'il s'agit d'une manipulation de ma part. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces questions également, comme pour les précédentes. Et donc, dans l'exercice que nous faisons ce soir, je prends évidemment le risque d'être un peu sommaire pour pouvoir rencontrer toutes les questions que nous avons pu choisir. Répondons d'abord à Frédéric. Merci à vous trois d'abord pour vos questions. Comment faire de la CNV lorsque les autres ne sont pas coopérants à ce type de communication? Je crois profondément au pouvoir de l'empathie silencieuse, pouvoir se mettre en empathie avec les personnes qui ne fonctionnent pas comme nous l'aurions sans doute préféré, et avoir donc de l'accueil pour le fait qu'ils fonctionnent autrement, qu'ils sont peut-être à un autre endroit, qu'ils ont d'autres priorités, et éviter bien sûr d'être dans un rapport de force ou de comparaison. Mon attitude est meilleure, la CNV est la solution. C'est comme ça qu'il faudrait résoudre les choses. Nous sommes dans le prosélytisme que nous avions évoqué plutôt comme étant un des éléments de la CNV casse-pied, pour accueillir les autres là où ils sont, comme ils viennent. Ça ne nous empêche pas de nouveau de témoigner, d'être nous-mêmes une illustration, d'être ce fameux changement dont nous parle Gandhi, be the change you want to see in the world, et d'accepter cela. Par moment, si vous avez besoin de coopération, Frédéric, ça peut être une bonne occasion de faire des demandes claires, en indiquant votre besoin de coopération, de partage, de réciprocité, d'indiquer que vous avez à cœur d'avoir de l'attention pour la posture des autres, que vous aimeriez également recevoir de l'attention pour votre posture. Et peut-être même qu'une petite colère non violente peut secouer un peu les choses. C'est la non-violence, je vous le rappelle, ça n'est pas la non-colère, mais c'est le sentiment utilisé au service de la relation. Comment faire des colères affirmatives et transformantes. Merci Frédéric. Alors la question de Karine, comment établir un dialogue pour maintenir un lien avec des personnes qui ne sont pas sensibilisées et se faire comprendre sans agresser, sans se nier soi-même, sans devoir être le seul à faire un compromis vers l'autre? Un peu la même réponse que pour Frédéric, avoir de l'empathie silencieuse, de l'empathie de cœur, de l'ouverture de cœur vers ces personnes, et sans pour autant démissionner de ce que nous souhaitons. Et c'est une belle occasion d'aller voir les sentiments et les besoins. Si l'empathie silencieuse ne suffit pas à se sentir en paix, mais quand même essayer de verbaliser les freins que l'autre pourrait mettre, les inquiétudes, les inconforts, les besoins d'authenticité ou de simplicité. Et là, ça va nous inviter à faire de la CNV très sobre, pour éviter d'arriver avec nos gros sabots. Sans devoir être le seul à faire un compromis vers l'autre, être le seul à faire un compromis, ça, d'accord, que nous éviterons d'être le seul à faire le compromis. Par contre, être le seul à faire la démarche vers l'autre, ça va souvent être le cas de ce fameux pionnier ou de cette pionnière que nous sommes quand nous essayons d'apporter cette nouvelle façon d'être ensemble. C'est d'accepter une fois de plus d'être celui ou celle qui vient réouvrir le dialogue ou tenter de le réouvrir et qui revient vers l'autre en essayant de créer le lien. Ça demande effectivement de l'énergie, de la détermination, de la patience et vraiment cette conviction profonde que c'est comme ça que nous voulons vivre désormais, que nous ne voulons plus renoncer à cette qualité d'être, même si on ne l'impose pas aux autres, mais c'est comme ça que pour nous, pour notre hygiène de conscience, nous voulons vivre. Quitte à accepter que ce soit mal compris. Il n'y a pas une clé magique pour ça. Merci Karine. Et pour Anne, ma plus grande difficulté, c'est d'utiliser la CNV avec quelqu'un qui n'est pas éveillé ni conscient de la bienveillance de cette pratique et qui pourrait penser qu'il s'agit d'une manipulation de ma part. Oui, merci Anne. De nouveau, nous n'empêcherons pas l'autre d'avoir son ressenti. Nous n'avons pas de pouvoir là-dessus. Nous pouvons juste anticiper en disant, voilà, j'essaye de pratiquer ce que j'apprends. Je trouve cette approche très riche et très pertinente pour mieux me situer. J'ai envie d'être en lien avec toi profondément et c'est pour ça que je vérifie comment tu te sens. Ça peut t'agacer, je comprendrai. En même temps, mon intention n'est pas d'avoir du pouvoir. Au contraire, c'est que nous ayons du pouvoir sur toi, c'est que nous trouvions une entente, quelque chose qui nous rassemble. De nouveau, mettre ça en mots.
Alors, ça peut activer l'agacement de l'autre, on est bien d'accord, parfois c'est encore pire, mais parfois ça permet d'ouvrir les œillères, qu'on n'est pas dans une tentative de manipulation, que si nous avons développé une certaine aisance à nommer des sentiments et des besoins chez soi et à percevoir les sentiments et les besoins chez les autres, et donc à mieux utiliser la langue, c'est pas de la manipulation au sens négatif de vouloir abuser de l'autre, c'est une adresse qui nous permet de mieux nous relier. Pour moi, c'est précieux de voir dans quel sens nous employons la manipulation. Si vous avez une appendicite et que vous emmène d'urgence à l'hôpital, vous serez très content que le chirurgien manipule bien son instrument. C'est une habileté au service de la vie. Si vous allez à un concert, vous êtes enchanté que les musiciens manipulent bien leurs instruments. C'est au service de la vie. Donc, vérifions dans quel sens nous entendons la manipulation. La manipulation, nous utilisons une certaine habileté, effectivement, que nous développons pour le service de la qualité de la relation. Et l'intention est le lien, le nous, et pas le résultat. Si mon intention c'est le résultat, alors je suis dans la CNV casse-pied et je ferais mieux d'aller revoir mes classiques. Merci beaucoup pour la question, Anne. Merci Thomas. On s'intéresse maintenant aux difficultés pour pratiquer la CNV lorsque les émotions sont présentes. Avec une question de Patricia, comment faire pour garder son calme lorsque nos émotions sont impliquées? Comment faire pour garder son calme quand nos émotions sont impliquées? Eh bien, en ayant travaillé la connaissance de nos émotions régulièrement, en sorte que je sente quand elles s'enclenchent, mes émotions, et que je ne les laisse plus me submerger. Parce que j'en ai des signes avant-coureurs, je sens l'agacement monter petit à petit, gougoute après gougoute dans mon vase, je sens la frustration s'accumuler gougoute après gougoute, je sens la tristesse petit à petit m'envahir, nappe après nappe de tristesse, je sens ça. Pourquoi? Mais parce que régulièrement, je me pose la question dans ma journée, comment ça va? Comment je me sens? Qu'est-ce qui me réjouit? Qu'est-ce qui m'enchante? Vers quoi je vais? Qu'est-ce qui me met en expansion, en ouverture? Mais qu'est-ce qui m'attriste? Qu'est-ce qui me peine? Qu'est-ce qui me met en colère? Et cette capacité à sentir régulièrement va m'aider considérablement quand tout d'un coup la situation devient conflictuelle et que j'ai donc particulièrement besoin de rester centré pour éviter d'envenimer et de faire que d'un malentendu ou d'une friction on fasse un véritable conflit qui pourrait mener à une guéguerre. Nous avons donc besoin d'être plus rapidement conscients de ce qui se passe en nous. Et ça s'apprend de nouveau. Merci Thomas. On se penche maintenant sur les limites que l'on peut percevoir ou expérimenter dans la CNV et on commence avec la fatigue et l'épuisement dans la pratique de la CNV. Avec une question de Catherine. Comment pourriez-vous m'aider à mieux me respecter en donnant une limite claire à l'autre qui est agressif et ne veut pas communiquer mais seulement envahir mon territoire? Comment formuler ces limites? Thomas, vous, quelles limites et illusions rencontrez-vous dans la CNV? En trouvez-vous? Merci pour votre réponse, Catherine. Et Sylvie, la CNV peut-elle être pratiquée avec toutes les personnes? Quand faut-il décider d'arrêter si la pratique de la CNV ne porte pas de fruits? Merci beaucoup pour ces deux questions. Peut-être d'abord avec Sylvie. Lorsque vous avez fait quelques tentatives et que ça marche pas, mettez votre énergie ailleurs et utilisez-la avec les personnes avec qui ça fonctionne. Nous ne sommes pas sur Terre pour nous casser les dents sur des obstacles, mais pour apprendre à les démanteler petit à petit si c'est possible, ou peut-être à les contourner et peut-être éventuellement prendre un chemin dans lequel il n'y a pas d'obstacle. Vous voyez, ça prend petit à petit. Ce n'est pas magique, hein, je le répète, ça ne va pas transformer toutes les personnes en humains bienveillants du jour au lendemain. Donc, vérifiez votre état d'énergie, bien sûr, et le niveau d'investissement que vous avez dans cette relation. Répondons maintenant à Catherine. Comment pourriez-vous m'aider à mieux me respecter en donnant une limite claire à l'autre qui est agressif et ne veut pas communiquer, mais seulement envahir mon territoire? Comment formuler ces limites? En les indiquant. En indiquant vos limites, en disant stop, le ton que tu emploies là vraiment me désole, je n'arrive pas à t'écouter parce que j'y vois de l'agressivité. Serais-tu d'accord de me dire ça sur un autre ton? Ou les questions que tu me poses là, ou l'attitude que tu as là ne me convient pas pour telle ou telle raison, je voudrais juste que tu puisses entendre ça. Donc, nommez ce qui se passe en vous, nommez-le avec détermination. Et peut-être commencer par de l'empathie, peut-être vous prêtez à l'autre une intention, l'autre ne veut pas communiquer mais seulement envahir mon territoire.
vous lui prêtez une intention d'emblée négative, ça va pas vous rendre très réceptive à l'idée d'avoir de l'empathie pour lui ou pour elle. Quelle est l'intention, quel est le besoin de la personne qui a cette attitude que vous prenez pour un envahissement? Est-ce qu'elle a besoin d'être écoutée? Est-ce qu'elle a besoin d'être aimée? Est-ce qu'elle a besoin qu'on reconnaisse sa place? Est-ce qu'elle a besoin d'être valorisée? Est-ce qu'elle a besoin de reconnaissance? C'est ça qui fait que parfois on prend trop de place et on occupe trop de territoire, un territoire qui n'est plus vraiment le nôtre. Ce sont des besoins que nous pouvons reconnaître, qui sont des besoins humains fondamentaux. Donc peut-être vous pouvez vous asseoir avec elle en disant, quand tu as telle ou telle attitude, je peux imaginer que ça correspond peut-être à un besoin de reconnaissance ou de valorisation ou d'avoir ta place. Est-ce que c'est ça dont il se passe? Parce que j'ai juste envie de te dire que de mon côté, il y a une partie de moi qui s'est envahie, tu vois. Je sais que c'est pas ton intention, mais c'est comme ça que moi je le vis. Donc comment pourrions-nous arranger les choses? Vous voyez? Empathie pour l'autre, expression de vous. Empathie pour l'autre, expression de vous. C'est ce mouvement de l'infini que vous connaissez, que l'on enseigne beaucoup dans les formations, pour essayer de rejoindre l'autre dans son puits, dans sa nappe phréatique, sans démissionner de votre puits à vous, évidemment. En tout cas, c'est précieux d'indiquer ses limites. Pour moi, c'est d'être gentil, soyons vrais. Hein. Il s'agit d'apprendre à dire stop à temps pour ne pas entrer dans un mécanisme de ressassement ou de fuite où finalement parfois, la fuite peut être nécessaire, on est d'accord, hein, mais assez souvent, le fait de se parler vrai aménage les choses. Merci Catherine pour votre question. Merci Thomas. Alors, hop là, je vous propose qu'on passe à la partie d'après avec la notion de fatigue et d'épuisement dans la pratique de la CNV. Quelques nouvelles questions. Une première question de Frédéric. Hop là, pardon. Je dois admettre que de rester calme et compréhensif devant quelqu'un qui a tendance à accuser et agresser, ça me coûte énormément d'énergie. Oui, ça marche, mais je me retrouve drainé et le prochain conflit n'en sera pas moins violent. Ne devrait-on pas d'abord se demander si l'énergie requise à la communication avec quelqu'un qui communique dans l'agressivité vaut la peine d'être dépensée? Est-ce qu'on a le droit de dire non, pas comme ça, je ne veux pas communiquer avec toi de cette façon? Quel est l'équilibre entre les limites personnelles qu'on place pour conserver son énergie et sa santé mentale et cette vulnérabilité que demande la CNV dans les conflits difficiles? Frédéric. Merci beaucoup Frédéric pour cette question très pertinente. Bien sûr que nous avons, à mes yeux en tout cas, le droit de partager nos sentiments et nos besoins et de dire stop, je ne peux pas entendre ce ton, voilà, tu peux l'utiliser avec qui tu veux mais pas avec moi. Est-ce que tu pourrais me redire ça sur un ton que j'arrive à entendre? Moi, j'ai besoin de douceur et de clarté et de bienveillance et indiquer ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment précieux d'indiquer à quoi nous sommes sensibles. Personnellement, je suis quelqu'un qui est très sensible au ton. Il m'a fallu du temps pour voir que lorsque les gens utilisent un ton très affirmatif, je le prends facilement pour de l'agressivité. Alors que souvent les personnes disent désolé, je voulais pas être agressif, c'est juste que voilà, je ressens les choses comme ça. Et moi j'ai eu souvent du mal et donc j'ai eu souvent le besoin de dire tu pourrais revoir le ton s'il te plaît parce que je le prends comme une agression. Je me doute que c'est pas de l'agression, mais moi je le prends comme ça. Et souvent c'est clarifiant. Les personnes disent c'est vrai, écoute, je suis un peu peut-être impatient ou trop déterminé. Enfin bon, de nouveau je pense que j'ai la conviction que nous pouvons aller beaucoup plus loin dans la création du nous que ce que nous croyons et oser nous dire plus rapidement et de nouveau cesser d'être gentil. Ça m'est arrivé encore il y a pas si longtemps dans une négociation pour un contrat extérieur, la personne s'énerve et je lui dis si vous parlez comme ça, je perds toute concentration, je ne sais plus vous écouter, je vous comprends pas, j'ai juste envie de prendre la porte. Est-ce que ça vous irait de revoir votre ton et de me redire ça autrement? La personne était toute surprise, mais son collaborateur a dit oui, il est un peu sanguin, mais c'est pas grave, vous savez, ça va aller. Il s'est calmé. Et donc, nous avons un pouvoir de changer les choses. N'oublions pas notre pouvoir. Ne nous laissons pas faire dans des climats qui ne nous conviennent pas. Mais ceci dit, Frédéric, effectivement, si c'est systématiquement ce climat d'agressivité que vous vivez, peut-être, comme je l'évoquais précédemment, vous aurez envie d'être en rapport avec d'autres personnes, dans la mesure où c'est possible. Hein, je ne sais pas de qui il s'agit, mais de mettre votre énergie ailleurs que d'avoir systématiquement à prendre sur vous cette patience. En même temps, c'est peut-être un exercice d'éveil spirituel extraordinaire que la vie vous envoie. Restez zen et tranquille, même si les gens vous déversent plein d'agressivité, et restez en empathie avec bienveillance et peut-être même humour intérieur à l'écoute respectueuse de l'autre. Peut-être que vous pouvez le prendre comme un écolage. Vous voyez, la vie m'envoie une magnifique école de paix intérieure à travers des moments frictionnants.
ça peut être une façon, disons, d'y mettre de l'intérêt, du sens, de la signification, et peut-être que ça peut amener des changements systémiques dans votre relation. Vous nous en direz des nouvelles la prochaine fois. Merci Frédéric pour la question. Et merci Thomas. Et pour la dernière question de la soirée, on s'intéresse aux compléments qui peuvent être présents dans notre parcours, dans notre apprentissage de la CNV, avec une question d'Elisabeth. Certaines pratiques, disciplines sont-elles complémentaires à la CNV, la méditation par exemple? Certainement. Certainement que la méditation aide à trouver un état de discernement paisible, de centration, d'ancrage. C'est une aide précieuse, c'est une ressource. Personnellement, je ne suis pas un grand méditant, mais je médite plusieurs petits moments dans ma journée. Et je pratique plutôt la contemplation. J'adore contempler, m'immerger dans la beauté, dans la nature, dans le ciel, dans les arbres, dans la forêt, dans un éclat de lumière sur un ruisseau ou un étang. Ces moments de contemplation m'apportent un moment proche de la méditation, de pleine conscience, où la conscience est juste dans l'appréciation de ce qui est, sans pensée, sans catégorie, sans couleur, juste l'intensité de ce qui est. Je trouve ça extrêmement ressourçant pour ce qui est de moi en tout cas. Et donc, je recommande la méditation, mais aussi la contemplation, la présence bien sûr à la nature, au cycle et aux saisons, à l'évidence que la vie est un processus et pas un clic sur l'ordinateur, qu'il n'y a pas de magie, il y a un processus qui crée la vie et que c'est un certain agencement qui fait que à cette saison, c'est le printemps, tout d'un coup, des fleurs magnifiques éclosent, des bourgeons poussent et sortent de leur gang, des couleurs magnifiques arrivent dans les buissons. C'est pas magique, c'est sans doute merveilleux, et derrière cette merveille, il y a un processus. Eh bien, nous pouvons créer du merveilleux en travaillant le processus. Il n'y a pas de magie là-dedans. Et des ingrédients du processus sont la méditation, la contemplation, la présence à la nature, la présence à la beauté, le ressourcement dans la poésie, relire régulièrement de beaux textes, de merveilleuses formulations, de l'appel à plus grand que nous, de magnifiques prières, pourquoi pas, des louanges, des choses qui élèvent notre conscience, qui nous permettent de quitter nos ancrages malheureux dans nos souffrances, dans nos difficultés. Et nous encourage à côtoyer d'autres êtres qui, à travers l'histoire, ont souhaité la beauté, l'absolu, la plénitude, l'appartenance à plus grand que nous. Ça, pour moi, c'est fondamental. Pour Marshall également, il méditait tous les matins et il commençait ses formations avec 2-3 textes qui l'inspiraient pour se relier à d'autres êtres inspirants. Et pour moi, c'est une pratique que j'ai tous les jours, de lire des textes qui m'inspirent, qui me maintiennent dans la conscience que, bien sûr qu'il y a des difficultés dans l'existence, bien sûr qu'on traverse des moments de doute, d'anxiété, d'éco-anxiété, de ras-le-bol, de moments plus dépressifs. Et cependant, la vie demeure à travers. Comment sentir que la vie demeure, que le souffle est souffle? C'est pour moi donc précieux de trouver ces pratiques-là. La créativité également, l'élan créateur et la pulsion de vie, peindre, chanter, mimer, inventer, sculpter, écrire. L'élan créateur est l'essence de notre vie. Nous sommes heureux, heureuses, joyeux, joyeuses quand nous créons, quand nous sommes en expansion, en ouverture. Et donc, se donner l'occasion de créer est vraiment très très important. Ça devrait être la base de la scolarité. Permettre aux enfants de créer dès qu'ils sont tout de suite et de créer tous les jours. Ça devrait être essentiel. Mais bon, c'est un autre sujet. Vous m'avez déjà entendu sur la scolarité. Pas mal de choses à se transformer dans ce domaine-là pour que les êtres humains trouvent le trésor qu'ils ont en eux. Un trésor de joie à partager. Merci Elisabeth pour la question. Merci beaucoup Thomas pour... Peut-être une petite précision, une discipline qui est très proche de la CNV, qui est l'IFS, Internal Family System, qui peut-être certains d'entre vous connaissent ou pratiquent même cette approche. J'ai eu l'occasion de faire une première année de formation avec son fondateur Dirk Schwartz et de trouver ça fabuleux comme compréhension des parties de nous dans leur rôle. La CNV nous invite à écouter les parties de nous et à ne pas être scotché dans une partie, juste mon enthousiasme et je vois pas ma colère ou ma tristesse et tôt ou tard ça me plombe, ou juste ma colère ou ma tristesse mais je vois plus ma joie ou ma gratitude et ça me plombe d'emblée.
Donc, écouter les différentes parties de soi pour les mettre dans un dialogue intérieur et sentir la présence de ce nous intime, qui est la clé, évidemment, de la capacité à créer un nous intime avec les autres. Eh bien, dans cette compréhension qu'il y a des parties de nous, la CNV n'a pas forcément mis à jour le fait que ces parties ont des rôles et des alliances ou des rejets. Et l'IFS, Internal Family System, a mis ça au point grâce à l'intelligence de Dirk Schwartz. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, même si je ne me suis pas formé pour l'enseigner ou même la pratiquer. Je suis juste attentif à ces petits rôles à l'intérieur de moi-même. Voilà, encore une autre piste, Elisabeth. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Et merci à toutes et tous pour le partage de ces questions en amont de la soirée. On est conscient que sur une soirée, on ne peut pas répondre à tous et toutes individuellement. En même temps, on espère que ces pistes-là peuvent résonner pour vous parler. On est en chemin, il y aura d'autres occasions d'en reparler et d'explorer de nouvelles choses. En tout cas, un grand merci pour le partage de ces questions. On est ravis d'avoir pu aborder ces sujets-là. Et on voulait vous partager pour terminer cette soirée une information qui nous fait chaud au cœur, un projet qu'on prépare depuis quelques mois maintenant, avec vous également, suite à vos retours et aux expériences qu'on a eues par rapport notamment aux propositions de formation en ligne et également aux séminaires qu'on a pu proposer avec Thomas. C'est la proposition d'un parcours de 9 mois, d'une aventure collective. Justement, Thomas a évoqué que c'était pas quelque chose de magique ou un clic sur l'ordi, mais bien un processus qui peut nécessiter de la pratique, de la répétition, de l'apprentissage. Et voilà, on avait à cœur de vous proposer un projet comme celui-ci. Et donc, on est en train de le finaliser tranquillement. Il démarrera en octobre 2023 jusqu'en juin 2024. Et ce qu'on voulait ce soir, c'était simplement vous partager les premières intentions de ce projet-là, et puis vous donner les quelques ingrédients qui se trouveront dans ce parcours. Et pour les personnes qui seraient intéressées pour recevoir des informations, pour être informées du moment des ouvertures des inscriptions, pour recevoir plus d'informations dès qu'elles seront disponibles, on vous a préparé un tout petit espace où vous pourrez laisser votre nom, votre prénom et votre adresse mail, et on pourra revenir vers vous dès que tout est prêt, tout est finalisé. Et voilà, on voulait peut-être simplement commencer par vous partager un peu les intentions de ce parcours-là. Je ne sais pas, Thomas, si tu veux en dire quelques mots par rapport aux intentions du parcours. Oui, volontiers, Gabin. L'intention du parcours, c'est de permettre aux personnes qui se sentent sensibilisées par cette approche de discernement, de pacification de soi, de ce que j'appelle de plus en plus régulièrement de conscience non violente, au-delà de la communication horizontale évoquée au tout début de notre rencontre de ce soir. Il y a cette dimension verticale qui nous permet de nous ancrer et de nous éveiller. Et donc, c'est un élargissement de la conscience que nous pouvons pratiquer, apprendre à faire. Eh bien, beaucoup de personnes réalisent que ça demande une certaine implication dans le temps, et c'est pour ça que l'idée est venue de proposer cette session sur plusieurs mois avec une certaine régularité, mais en même temps de l'espace évidemment entre les apprentissages pour décanter, observer sa propre mise en pratique et sentir petit à petit ce pivotement intérieur sur la vis d'Archimède intérieur, sentir ce travail de la conscience en spirale concentrique qui nous amène de plus en plus à percevoir notre élan de vie profond derrière nos besoins, et sentir que nous pouvons petit à petit démanteler la colonisation de nos esprits par les pièges de l'ancien paradigme, et que nous pouvons retrouver une libération de nos systèmes de pensée par rapport à des conditionnements très anciens et qui jusqu'ici sont pris comme incontournables, inévitables, inamovibles. Et donc développer cet enjeu d'une vie intérieure au service de la vie communautaire. L'intériorité a été très mise de côté ces 50 dernières années, pour pas dire plus. Je crains que nous ayons créé une laïcité aseptisante, anesthésiante. Si c'était très juste à un moment de séparer l'Église de l'État, évidemment c'était essentiel de ne pas mélanger les enjeux. À mes yeux, ce n'est pas juste du tout de supprimer tout éveil à l'intériorité. La laïcité, ça n'est pas l'abandon de la vie intérieure, c'est le côtoiement fécond et respectueux de toutes les formes de vie intérieure. Et je souhaiterais donc que nous puissions chacun trouver
nous donner le temps de créer cet espace d'intériorité qui est un creuset de transformation, comme un creuset d'alchimiste, où nous allons pouvoir transformer petit à petit le plomb de nos souffrances, de nos dépendances, de nos dispersions dans l'or de la paix intérieure contagieuse, de l'unité, d'une sensation de plénitude, de la sensation profonde d'appartenir à quelque chose de vaste, qui a du sens, qui va quelque part, qui souhaite le bien de chacun, de chacune, derrière les apparences très contradictoires, on est bien d'accord, hein. Mais comment nous pouvons utiliser l'incarnation, la vie, comme un processus de discernement, d'éveil pour apporter ce que nous sommes vraiment à la grande œuvre. Voilà, je souhaite donc faire passer ces clés d'intériorité citoyenne et ça sera fait en équipe. J'aurai quelques interventions tout au long du parcours, mais également des personnes qui travaillent avec moi de longue date en feront partie. Voilà, petit premier éclairage sur ce processus. Tout à fait. Merci beaucoup Thomas. Je peux vous donner quelques informations sur les ingrédients qui ont fait du sens pour nous dans ce parcours. Et puis, c'est des informations que vous pourrez retrouver si vous êtes intéressé. On vous partagera des informations plus précises d'ici quelques semaines. On est en train de finaliser tout ça. Un premier élément dans ce parcours, c'est les formations en ligne qui ont été réalisées avec Thomas. Donc, il y a une dizaine de formations qui sont disponibles sur des thèmes qui vont des bases de la CNV, apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire, vivre au-delà des peurs, un séminaire qui va bientôt être filmé, être tourné. On retrouve également le séminaire couple, amour et relations, des thèmes comme CNV, éducation. Voilà, il y aura l'ensemble des formations qui seront disponibles et qui permettront un suivi en autonomie à votre rythme. Et voilà, vous aurez accès à vie à l'ensemble de ces formations. Et donc, l'idée, c'est petit à petit, tout au long de ces 9 mois, de partager les formations de manière progressive et puis, entre les formations, de se laisser du temps pour la pratique, pour l'intégration et également pour les échanges. Donc, un deuxième ingrédient dans le parcours, ce sont des ateliers de pratique qu'on vous proposera. Donc, 6 ateliers de pratique, un toutes les 6 semaines pour vraiment approfondir la compréhension de la CNV, développer les compétences, recevoir également du feedback et mettre en pratique les concepts, les notions qui auront été découvertes. Et donc, les ateliers de pratique, ce sera avec Arnaud de Flandre. Thomas, tu en as parlé en début de soirée. Tu as notamment un petit peu préparé la soirée avec lui. C'est quelqu'un que tu connais depuis maintenant plusieurs années et qui collabore avec toi. Oui, j'apprécie beaucoup Arnaud et il m'assiste depuis de nombreuses années dans les formations que j'anime et il est en voie de certification. Il fait partie du processus de certification pour être lui-même formateur certifié. Et bon, j'aime beaucoup Arnaud, donc je suis ravi qu'il participe à ce cours long, à ce projet. Ouais, tout à fait. Et donc très concrètement, les ateliers de pratique, ça sera proposé en ligne, en direct. Sûrement que ce sera les samedis matins de 9h30 à 13h et donc il y aura possibilité de participer aux ateliers en direct, de faire la pratique avec les autres membres également du groupe, avec Arnaud et également avec l'équipe qui sera là et les ateliers de pratique sont enregistrés donc également disponibles en replay pour les gens qui ne seraient pas disponibles à ce moment-là. L'idée c'est vraiment de remettre également l'autonomie et l'accessibilité au centre du parcours, que les ressources soient disponibles et que vous puissiez y accéder quand c'est le bon moment pour vous. Donc ça, c'est pour les ateliers de pratique. On aura également des moments d'échange avec Thomas, un petit peu comme ce soir, mais du coup dédiés spécifiquement dans le parcours. Donc il y aura 6 moments d'échange, un toutes les 6 semaines à nouveau, pour justement explorer les notions qui ont été découvertes dans les formations, approfondir, recevoir des éclairages. Voilà, tout au long du parcours, il y a vraiment cette notion de progressivité aussi dans le parcours pour s'éveiller de plus en plus à cette conscience. Nous aurons également des groupes de compagnonnage avec un référent pédagogique qui fera partie de l'équipe du parcours. Donc, les groupes de compagnonnage, peut-être que certains d'entre vous qui ont participé en séminaire en présentiel avec nous l'ont expérimenté. C'est des groupes souvent d'une douzaine de personnes avec des participants, des membres du parcours, où on vient déposer ce qui se passe pour nous, comment on sent, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, où est-ce qu'on en est, et où on peut recevoir une écoute empathique de la part justement du référent pédagogique, vraiment avoir cet espace de sécurité, de partage, d'entraide. Et donc, on trouve que c'est très précieux d'avoir ça. Donc, à nouveau, comme tout ce qui vous est présenté là, ce sera une proposition dans le parcours. Ce ne sera pas obligé pour les personnes pour qui ça fait du sens. On vous proposera
plusieurs créneaux à différents moments de la journée sur différents jours. Si vous avez l'élan et si c'est quelque chose qui vous plaît, de participer au groupe de compagnonnage en ligne et en direct, ce sera possible. Et puis pour celles et ceux qui seraient soit pas disponibles, soit pour qui ça ferait pas de sens à un certain moment, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment voilà, remettre aussi votre propre rythme et la conscience de vos propres besoins au cœur du parcours. Et nous aurons également des ateliers découvertes. On a terminé les questions avec justement qu'est-ce qui peut être complémentaire à la CNV. Donc, on a à cœur de vous présenter également d'autres disciplines, d'autres pratiques, mais également d'autres professionnels, d'autres couleurs qui participent à cette conscience non violente, à cet éveil, à cette intériorité citoyenne. Je pense par exemple à sûrement Nathan Obadia qui nous proposera un atelier sur la méditation d'autocompassion qu'on a eu la chance d'expérimenter en présentiel. Et voilà, il y aura d'autres invités, d'autres surprises pour découvrir et s'ouvrir à vraiment cette dimension très vaste. Il y aura également un espace dédié, donc ça c'est vraiment une nouveauté pour ce parcours-là, pour pouvoir échanger très facilement avec la communauté, tous les membres qui seront dans ce parcours. Donc il y a des choses qui seront proposées en ligne, mais on vous proposera également, si vous le souhaitez, de vous retrouver en vrai, en réel, en présentiel. Donc il y a des gens qui suivront le parcours sûrement en France, en Belgique et puis dans le monde entier. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un espace où vous pouvez connecter avec les personnes et voilà, vous soutenir, cheminer ensemble. Donc voilà, ça c'est en préparation, c'est une grande nouveauté. On est ravis de pouvoir proposer ça parce que c'est vraiment quelque chose qui fait du sens pour nous d'arriver à se relier et à créer du nous. Donc ça sera vraiment un espace dédié, sécurisé dans l'espace de formation, entre guillemets le campus avec toutes les formations. Vous aurez également tout un tas d'espaces d'échange pour vous connecter les uns les autres. Et il y a également 2 bonus qu'on vous proposera, donc ça, ce sera à la carte pour les personnes qui le souhaitent. On vous propose, pour celles et ceux qui en auraient l'élan et l'envie, des sessions d'accompagnement individuel avec des thérapeutes CNV. Donc, je pense notamment à Fanny Prou, Thomas, que tu connais également depuis de très nombreuses années, qui est très proche de toi dans les séminaires, et également Arnaud de Flandre, qui sera disponible pour ça. Donc, pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement individuel en parallèle du parcours, en complément du parcours, ce sera possible. Et le dernier bonus tant attendu, puisqu'il nous a été très, 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 très demandé, ce sont des séminaires en présentiel. Pour celles et ceux qui le souhaitent, ce ne sera pas obligatoire dans le cadre du parcours, c'est vraiment pour les personnes qui en ont l'envie, l'élan et la possibilité. Donc, des séminaires en présentiel avec toi, Thomas. Il y en a 2 qui sont déjà prévus. 2 séminaires de 5 jours qui auront lieu au Hameau de l'Étoile, près de Montpellier. Un séminaire d'introduction du 11 au 15 décembre 2023 et un séminaire d'approfondissement du 22 au 26 janvier 2024, si ma mémoire est bonne. Et ces séminaires seront dans un premier temps ouverts aux personnes qui sont inscrites dans le cadre du parcours. Donc voilà, ce sera un accès privilégié pour ces séminaires-là en présentiel, qui nous paraissent également une très bonne occasion de se rencontrer, de pratiquer et voilà, de créer du nous tous ensemble. Voilà pour les informations pour les séminaires. L'introduction du 11 au 15 décembre 2023 et l'approfondissement du 22 au 26 janvier. Les séminaires du lundi au vendredi en résidentiel. Voilà pour quelques premières informations pour ce parcours. On prendra le temps de lire vos questions aussi s'il y en a. Et puis, il y a vraiment une communication plus précise qui pourra également être faite. Donc, ça, on vous partagera ça d'ici quelques semaines pour les personnes qui sont intéressées. C'est un parcours qui démarrera en octobre 2023. Voilà pour cette soirée. Thomas, ça va pour toi ? Ça va bien. Merci beaucoup, Gabin, d'avoir pris le temps d'expliquer ce projet et que ça permette aux personnes de vérifier si ça les tente et d'être disponibles pour éventuellement s'y inscrire. En tout cas, je vous y encourage. Je trouve l'expérience intéressante de voir ce que ça peut donner. J'ai beaucoup de demandes de formation en présence, en résidentiel, mais évidemment pas la capacité à me dupliquer, à me cloner. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé avec Gabin ce processus pour diffuser à distance et trouver encore d'autres façons de diffuser plus largement, de permettre de faire un travail vraiment de fond. Et voilà l'âme du projet. Donc, ravi si ça vous parle et que ça peut vous aider à mieux vivre.
Super, merci beaucoup Thomas. Je vois que Laurie a mis dans le chat le lien si vous voulez laisser votre adresse mail et qu'on puisse vous partager un petit mail quand tout sera prêt. Le lien est dans le chat et pour les personnes qui verraient la vidéo en replay, on mettra un petit lien sous la vidéo. Et bien voilà pour cette soirée. Un grand merci à tous pour votre participation, votre disponibilité, votre attention qui se ressent à travers l'écran, je trouve. On est toujours ravis de vous retrouver pour partager cette aventure, ce cheminement ensemble qui a commencé il y a quelques années maintenant avec les premières formations en ligne. Et on a grand plaisir à continuer à prendre soin de ce cheminement-là et à avancer avec vous. Et un grand merci également à Thomas pour ta disponibilité, tes partages, ta générosité. C'est toujours un plaisir de te retrouver pour ces soirées. Merci beaucoup Gabin, merci à toi, à Laurie et à ton équipe et je remercie aussi tous les participantes dans cet auditoire subtil. Très touché de voir votre intérêt, votre chaleur, vos questionnements et en même temps désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Toutes les questions mériteraient de l'attention, de l'écoute et des pistes. Il y a énormément de questions qui m'ont touché et voilà, on n'a pas l'occasion évidemment de rentrer dans tout ce foisonnement. J'espère que la vie peut vous apporter les réponses petit à petit à ce que vous cherchez. Bonne route à chacune et à chacun. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes.